La série commence dans une petite ville à la tombée de la nuit où le maire Bonnie sonne la cloche de la ville. Tout le monde se précipite chez soi. Les magasins ferment et les rues se vident complètement. Le vice-maire Kenny retourne à la clinique pour s'asseoir avec son père. Monsieur Lou atteint de la maladie d'Alzheimer et il joue aux échecs. Le maire Bonnie parcourt les rues pour s'assurer qu'elles sont désertes. Puis rentre chez lui où se trouve un tableau statistique du nombre d'incidents quotidiens. Il touche une pierre marquée d'un symbole étrange accroché à la porte de sa maison. Et il apparaît que chaque maison de la ville possède la même pierre. Dans une des maisons vivent Lorraine, sa fille Megan et son mari Frank, qui n'est toujours pas rentré. Lorraine entend la cloche de la ville se précipite pour fermer les portes et les fenêtres, très inquiète pour son mari qui s'est évanoui chez un ami à cause de l'alcool. La petite Megan monte dans sa chambre et fait une prière avant de dormir. Soudain, elle entend la voix d'une vieille femme l'appelant depuis la fenêtre, prétendant être sa grand-mère. Megan ouvre les rideaux et voit la vieille femme qui insiste en disant qu'elle est sa grand-mère et la supplie d'ouvrir car elle est seule et veut juste parler à quelqu'un. Lorraine entre dans la pièce et trouve Megan en train de parler à une vieille dame. Lorraine demande à Megan de ne pas ouvrir la fenêtre mais il est trop tard. Megan ouvre la fenêtre et soudain la vieille dame se transforme en un monstre effrayant qui attaque les deux femmes. Sur une autoroute, une famille composée de 4 personnes apparaît dans un camping-car. Matthew le père, Teresa la mère, leur fille aînée Julia et leur fils cadet Ethan. Ils étaient en voyage, mais Matthew sent qu'ils se sont perdus et continue de conduire toute la nuit. Le lendemain, Frank rentre chez lui et trouve une grande foule d'habitants et de policiers autour de sa maison. Le maire le saisit et lui montre ce qui est arrivé à sa femme et à sa fille. Frank exprime ses regrets d'avoir laissé sa famille seule, tandis que le maire crie que la mission d'un homme est de protéger sa famille et dit à Frank qu'il sera puni. Frank s'effondre devant les corps mutilés et terrifiants de sa femme et de sa fille. Sur la route, Matthew se retrouve dans une impasse à cause d'un arbre tombé et est obligé de faire demi-tour. En ville, le maire se rend dans une maison célèbre appelée Maison Colonie. Il rencontre la propriétaire Donna qui lui dit que sa présence n'est pas la bienvenue. Le maire dit qu'il veut parler un peu avec son fils. Le maire entre dans la maison et voit son fils Alice le peintre en train de peindre une belle fille appelée Fatima. Fatima serre le maire dans ses bras et le laisse parler seul avec Alice. La relation tendue entre le maire et son fils apparaît, et le maire essaye d'ouvrir n'importe quel sujet, et lui parle de l'incident de Lorraine et Megan. Mais Alice ne semble pas intéressée à parler avec son père. Le maire part triste et découragé. Les habitants se rassemblent pour enterrer Lorraine et Megan. Sur la route, Matthew entre dans un chemin inconnu sans réseau. Ils entrent dans la ville étrange. Matthew descend de la voiture et demande à Teresa de verrouiller les portes. Matthew demande aux habitants de la ville où est l'autoroute, mais les habitants sont dérangés de voir de nouveaux visages et semblent très effrayés, et personne ne lui répond. Matthew est surpris et continue à poser des questions jusqu'à ce que le maire arrive avec Kenny. Ils voient son camping-car et comprennent que sa famille est avec lui. Il lui indique l'autoroute, alors Matthew les remercie et démarre sa voiture. Matthew part et découvre qu'il tourne en rond et ne peut pas sortir de la ville. Il voit une fille de la ville appelée Sarah et lui demande où est l'autoroute, mais elle le regarde bizarrement puis s'éloigne. Matthew continue à errer sur la route. Matthew est au volant quand il voit une voiture rouler en zigzag devant lui. Pour l'éviter, il perd le contrôle et heurte un obstacle. Il se réveille et découvre Ethan blessé à la jambe, sa femme évanouie et Julia indemne. Dans l'autre voiture, le conducteur descend après avoir lui aussi découvert qu'il tourne en rond. Il est légèrement blessé. Il sort de la voiture et essaye d'atteindre la ville. Il voit le maire debout sur la route et le maire le conduit à la clinique. Le maire se rend rapidement sur les lieux de l'accident. Il trouve l'ami de Toby, Jade, qui était avec lui dans la même voiture et découvre qu'il est ivre. Il décide alors de l'arrêter. Ensuite, il cherche la voiture de Matthew. Pendant ce temps, Toby est à la clinique avec l'infirmière Sarah qui lui dit que l'accident n'était pas de sa faute. Soudain, elle lui plante le tournevis dans le cou et le tue. Le maire appelle la secouriste Christy qui est au cimetière avec Alice. Christy demande à Alice de l'accompagner pour aider son père à sauver la famille de Matthew avant le coucher du soleil. Ils se rendent sur les lieux de l'accident. Christy voit Ethan qui est gravement blessé à la jambe et elle dit au maire que la suture prendra 1 heure. Le maire dit à Matthew et aux autres de retourner en ville avant la tombée de la nuit. Matthew refuse de laisser sa famille. Teresa se réveille et va bien. Christy demande de couper la pierre et de la répartir sur toute la voiture. Matthew demande pourquoi elle fait cela avec la pierre. Alors le maire lui dit qu'il essaye de sécuriser la voiture. Le maire et Matthew restent avec la secouriste Christy jusqu'à ce qu'elle termine de recoudre la blessure d'Ethan. Les autres retournent en ville. Après 1 heure, Christy termine. Ils reviennent rapidement avant la tombée complète de la nuit. Ils vont à la maison la plus proche qui est la maison Colonie. Le maire ferme les portes et les fenêtres. Il continue de regarder le camping-car. Soudain, il voit un groupe de personnes autour. Il demande à tout le monde dans la maison de baisser la voix. Ethan entre dans une crise d'épilepsie, son corps tremble, et il émet un son. Soudain, un groupe de personnes arrive devant la maison en criant et demandant de l'aide. Matthew se lève pour ouvrir la porte, mais le maire l'en empêche, et lui dit que les gens dehors ne sont pas réels comme il les voit. Matthew ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais il découvre que ce sont Alice, Julia, Teresa et Kenny. Un autre groupe s'approche d'eux. Julia leur demande de l'aide, mais Kenny les avertit et tire sur l'un d'eux. Mais rien ne se passe. Ils ont très peur et continuent de frapper à la porte. Donna décide de leur ouvrir. Ils entrent dans la maison, alors le maire les attache
et place chacun d'eux dans une pièce séparée pour s'assurer qu'ils sont réels. Fatima va parler à Julia et l'emmène dans la chambre d'Alice. Elle lui montre ses dessins pour la calmer. Elle lui dit qu'après le coucher du soleil, des créatures étranges apparaissent sous forme humaine et murmurent à ceux qui sont à l'intérieur de la maison pour qu'ils leur ouvrent, puis ils les tuent. Dans la maison, Christy entend des murmures et des grattements sur les murs et partout. Elle a très peur, mais le maire la rassure et lui dit de ne pas s'imaginer des choses irréelles. Dans un autre endroit de la maison, Donna est assise avec Teresa et lui raconte que les monstres sont la raison pour laquelle ils ferment les portes et les fenêtres. Elle lui parle du jour où elle est arrivée dans la ville avec sa sœur et comment elles ont rencontré les créatures étranges. Elle raconte qu'ils leur ont tiré dessus, mais que cela ne les a pas affectés et que sa sœur est morte. Elle ajoute à Teresa qu'elle est chanceuse que le maire les ait trouvés avant le coucher du soleil. À la clinique, Sarah crie après avoir tué Toby et il semble qu'elle soit pleine de remords, comme si elle avait fait cela contre sa volonté. Elle retourne à la maison et prend une douche. Son frère Nathan arrive et lui demande ce qu'il y a pour le dîner. Sarah s'effondre et lui dit qu'elle n'avait pas d'autre choix. À la clinique, une des infirmières est assise avec Monsieur Lou, le père de Kenny le vice-maire. Elle monte à l'étage et trouve Toby mort sur le lit avec le tournevis dans le cou. Elle est très choquée lorsqu'elle voit la porte ouverte et devant elle un groupe de créatures étranges qui sourit. L'infirmière, tremblant de peur, se précipita vers le rez-de-chaussée où se trouvait Monsieur Lou et ferma les portes hermétiquement. Le lendemain, Kenny alla s'assurer que son père allait bien. Il trouva les portes ouvertes, l'infirmière et Monsieur Lou assassiné d'une manière atroce. Kenny s'effondra et sortit de la clinique en tremblant de rage. Alors le maire tenta de le calmer. Dans la maison de Sarah, elle avoua à son frère qu'elle avait laissé la porte de la clinique ouverte à cause des voix qui lui murmuraient, affirmant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix. Dans la maison colonie, Julia s'assit avec Ethan et lui raconta une histoire. Mais Ethan était distrait regardant par la fenêtre et vit un petit garçon lui faire signe de loin. Il était le seul à le voir. Jed, qui était ivre, se réveilla et demanda aux gens dans la maison ce qui s'était passé. Mais il ne crut pas un mot de ce qu'ils dirent. Il sortit de la maison et se promena dans la ville. La famille de Matthew décida de louer une maison pour y vivre seule. Le prêtre les emmena dans une maison vide. C'était la même maison où Lauren et Megan étaient mortes. Teresa apprit ce qui leur était arrivé et refusa de rester dans la maison. Ensuite, elle vit une boîte étrange devant la maison et demanda au prêtre ce que c'était. Il lui expliqua que c'était dans cette boîte que serait puni Frank le père, parce qu'il avait laissé sa famille seule et qu'il était la cause de leur mort. Dans la maison colonie, Ethan sortit de la maison et vit Victor, l'un des plus anciens habitants de la ville, dont le comportement était très étrange. Ethan s'arrêta pour lui parler et lui demanda ce qu'il faisait. Victor lui dit qu'il voulait savoir si l'arbre avait bougé de sa place ou non. À ce moment-là, Ethan lui raconta qu'il avait vu un enfant étrange lui sourire et lui faire signe de l'extérieur de la maison et qu'il le cherchait. Victor fut surpris et avant qu'il ne lui réponde, Julia l'interrompit. Elle avait vu son frère parler avec Victor l'étrange et lui demanda de rentrer dans la maison. Avant de partir, Victor lui demanda de saluer son mystérieux ami. Dans la ville, Jed se promenait et essayait de trouver une sortie. Il vit une cave souterraine et pensa que cela pourrait être une sortie secrète de la ville dont personne ne pouvait sortir. Mais soudain, il vit devant lui des cadavres défigurés et dévorés. Il eut très peur et s'enfuit rapidement, mais il se rappela que son ami Toby pourrait être celui qui lui faisait toutes ces mauvaises blagues. Il retourna à la maison colonie. Tout le monde était rassemblé devant la maison, et le maire ordonna à tous les nouveaux venus dans la ville de choisir entre la maison colonie ou la ville. La famille de Matthew choisit la ville, sauf Julia qui choisit de rester dans la maison colonie. Ensuite, Jed arriva et continua de se moquer d'eux. Jed vit le cadavre de Toby que lui montra Kenny. Il crut alors tout ce qui se passait et comprit que c'était la vérité. Jed décida de vivre avec Kenny et sa mère dans leur maison. La famille de Matthew alla dans une nouvelle maison, tandis que Julia resta dans la maison colonie. Avant le coucher du soleil, les habitants de la ville se rassemblèrent devant la maison de Frank, qui allait être puni en étant enfermé dans la boîte pour avoir abandonné sa famille. Le maire hésitait dans sa décision, mais Frank trouva qu'il méritait la punition et se sentit coupable après avoir perdu toute sa famille. Frank entra dans la boîte. Chacun retourna chez soi. Soudain, Frank vit les créatures s'approcher de la boîte. Il avait très peur, mais il se résigna à son sort. Les créatures brisèrent la boîte et l'attaquèrent, et il mourut. On revient dans le passé avec Victor, qui se souvenait de ses souvenirs quand il était petit, le jour où il sortit d'une cave souterraine et trouva des cadavres tout autour de lui. Dans le futur, Julia se réveilla dans la maison colonie et trouva Victor assis devant elle en train de l'observer. Ensuite, il lui montra ses dessins. Julia avait peur de lui et ne savait pas comment se comporter avec lui. Ensuite, elle vit une des filles habitant dans la même maison porter son t-shirt qui était dans sa valise. Julia fut très agacée, mais essaya de cacher cela et la laissa le prendre. Dans la ville, le maire alla à la boîte où Frank avait été enfermé et la trouva brisée et vit Frank tué d'une manière horrible. Il porte son corps pour l'enterrer et nettoie l'endroit, puis reconstruit la boîte une nouvelle fois. Ensuite, il prend son corps pour l'enterrer. Il est vu par le prêtre et le maire accuse-il d'être la cause de la mort de Frank et que la punition de la boîte était son idée. Le prêtre dit qu'il faut écouter ses paroles et que c'est lui qui a trouvé l'idée des pierres qui sont une amulette protégeant les maisons contre les créatures maléfiques. Et que c'est lui qui a inventé l'idée de la cloche et a conçu un système qui protège la ville et que sans lui tous les habitants de la ville seraient morts.
Au restaurant de la ville, l'infirmière Sarah travaille en plus de son travail principal. Elle voit Lily pleurer sur son mari décédé. Sarah est très dérangée et comprend quelle est la cause. Dans la maison de la famille de Matthew, ils essayent de s'adapter à leur nouvelle situation. Ethan se réveille de son sommeil et demande à manger quelque chose de sucré. Matthew l'emmène et ils vont au restaurant pour manger. Matthew se lève de sa place et laisse Ethan seul. Il voit Victor assis en train de dessiner. Ethan s'approche et lui demande ce qu'il dessine. Victor dessine l'accident qui lui est arrivé dans son enfance et essaye de se rappeler de ses souvenirs à travers le dessin. Ensuite, il raconte à Ethan que l'arbre bouge et lui dit qu'il se déplace chaque jour de 4 pouces. Ensuite, Victor montre à Ethan un dessin d'un petit garçon et lui demande si c'est l'enfant qu'il a vu devant la maison colonie. Il s'avère que c'est le même enfant. Pendant que Mathieu parlait avec Victor, il s'énerva et lui demanda de s'éloigner de son fils. Ils rentrèrent à la maison. Nous passons à Jad, qui retourna à la cave qu'il avait vue, mais il ne trouva aucun cadavre ni aucune trace au plafond. Il essaya de convaincre Kenny de ce qu'il avait vu, mais Kenny ne prêta pas attention à ses paroles et lui demanda de l'accompagner au bureau du maire. À la maison colonie, Teresa rendit visite à sa fille Julia et lui demanda de revenir avec eux à la maison. Mais Julia s'énerva contre elle et leur dit qu'ils ne voulaient pas rester ensemble de toute façon et qu'elle savait qu'ils voulaient divorcer après la mort de son frère Thomas et qu'elle ne voulait pas faire partie de cette famille. Teresa la laissa et retourna chez elle triste. Au bureau du maire, Jade arriva avec Kenny qui lui montra le plan de la ville et lui dit que toutes les personnes qui voyagent sur la route de la ville n'en sortent pas. Jade s'énerva, ne crut pas ce qui se passait et demanda la raison. Mais Kenny lui dit que s'il essayait de connaître la vérité, il deviendrait fou. Jade s'énerva et entendit des sons étranges provenant de la radio à côté de Kenny, il la débrancha et la prit avec lui avant de partir. À la maison de Mathieu, Teresa se disputa avec lui et il apparut que leur relation n'était pas bonne. À ce moment, Ethan était assis seul dans sa chambre. Victor vint lui parler à travers la vitre et lui demanda de sortir pour parler avec lui. Ethan sortit sans que ses parents ne s'en rendent compte. Victor dit à Ethan qu'ils doivent chercher l'enfant que Ethan a vu. Ethan lui demande pourquoi, et Victor lui répond que cet enfant est l'élu. Ils vont ensemble dans la forêt. Ils arrivent devant un arbre à l'apparence étrange. Victor place une balle avec un visage souriant dessiné dessus à l'intérieur de l'arbre. Soudain, la même balle apparaît derrière eux comme si l'arbre avait la capacité de transporter tout ce qu'il contient ailleurs. Victor dit que l'arbre transporte les humains, mais que l'endroit où ils atterrissent est inconnu. Ensuite, il marche dans la forêt et voit le petit garçon qu'Ethan avait vu auparavant, mais il disparaît soudainement. Un aboiement de chien se fait entendre au loin. Tout à coup, une mémoire revient à Victor à propos d'un chien qu'il a vu lorsqu'il était enfant, et il essaye de s'en souvenir. Pendant ce temps, Matthew et Teresa découvrent qu'Ethan n'est pas à la maison et le cherchent partout. Ils vont dans la forêt et y trouvent un chien qui aboie bruyamment. Ils comprennent qu'Ethan est en danger. Ils continuent à chercher jusqu'à ce qu'ils le trouvent avec Victor, qui tire en l'air pour éloigner les chiens. Matthew réprimande Ethan et lui dit de ne pas parler aux inconnus. Il rentre à la maison. Il décide d'informer le maire de ce que Victor a fait avec leur fils. Le maire dit qu'il organisera une réunion avec le responsable de Victor et eux. Victor rentre chez lui et cherche ses dessins pour se rappeler le chien qu'il a vu dans son esprit. Il essaye d'organiser ses dessins selon les événements dont il tente de se souvenir de son enfance. Le shérif rencontre Matthew et Teresa et il parle de Victor. Kenny arrive et demande au shérif de l'accompagner d'urgence. Teresa et Matthew restent ensemble. Ils s'excusent pour leur dispute. Matthew s'excuse de ne pas avoir exprimé son amour pour Teresa. Pendant ce temps, Sarah est dans le même restaurant que Matthew et Teresa. Elle sent quelque chose de bizarre dans ses bras. Une écriture apparaît sur ses mains. Tue l'enfant. Sarah a la tête qui tourne et s'évanouit. Au même moment, Victor creuse devant la maison colonie. Donna lui demande ce qu'il fait. Il dit qu'il se prépare à ce qui va arriver. Chez Sarah, son frère Nathan apprend ce qui s'est passé. Il va à l'hôpital où Christy s'occupe d'elle. Christy dit qu'elle veillera sur elle toute la nuit. Ils continuent de passer du temps ensemble. Sarah demande à Christy si elle est prête à faire quelque chose d'horrible pour sauver les gens coincés dans la ville. Christy répond que oui, si ça aide beaucoup de gens. Dans un autre endroit, Jid essaye de réparer la radio, son seul espoir de communiquer avec l'extérieur. Il est le seul à ne pas accepter d'être enfermé. Il est étonné que personne d'autre n'essaye de sortir ou ne se plaigne. L'état de Sarah s'améliore. Elle rend visite à Ethan, à la maison colonie et joue avec lui. Teresa est assise avec eux. Sarah veut rester seule avec Ethan et propose à Teresa de l'emmener à la ferme. Teresa accepte. À la maison colonie, Fatima et Julia passent un moment agréable au lac. Fatima raconte sa vie avant d'être enfermée. Au cimetière, le maire rend visite à la tombe de sa femme. Il lui dit d'une voix tremblante que son heure approche. Il pense à une idée pour que les étrangers quittent la ville en paix. À l'église, Nathan décide d'avouer au prêtre ce que Sarah a fait à la clinique. Il dit qu'elle a aussi l'intention de tuer Ethan. Il explique que les écritures sur ses mains sont des ordres, sinon tout le monde mourra. Le prêtre est troublé et part rapidement avec Nathan à la recherche de Sarah avant qu'elle ne fasse du mal à Ethan. Il découvre qu'elle est à la ferme avec Teresa. Sarah raconte à Teresa et Ethan l'état de la ville avant les créatures. Elle leur dit que la ville est pleine de cachettes et qu'il y a une cachette secrète derrière leur grange. Elle leur demande de venir avec elle pour la leur montrer. Ils vont ensemble à la cachette. Sarah dit à Teresa d'entrer pour l'essayer. Mais Sarah enferme Teresa à l'intérieur et reste seule avec Ethan.
Elle sort le scalpel pour le tuer et lui dit qu'elle est désolée et qu'elle l'a beaucoup aimé. Au moment où Nathan arrive, il l'arrête. Ethan lui donne un coup de pied et s'échappe rapidement. Nathan s'approche pour attraper Sarah avant qu'elle ne poursuive Ethan. Elle essaye de se libérer par erreur, tue son frère avec le scalpel. Il tombe au sol en saignant, meurt. Elle s'enfuit rapidement. Le prêtre qui la poursuivait la voit. Matthew, les autres habitants de la ville, entendent ce qui s'est passé. Ils vont à la ferme, pendant qu'Ethan arrive chez sa sœur à la maison colonie. À la ferme, Teresa est très triste de ce qui est arrivé à Nathan qui défendait son fils. Elle écrit une question sur le mur. « Est-ce que nous avons vraiment survécu à l'accident ?» Christy apprend ce qui s'est passé, sans que ses réponses aux questions de Sarah en sont la cause. Le prêtre revient, leur dit qu'il n'a pas rattrapé. Sarah Nathan est enterré. Le prêtre essaye de calmer les habitants. Pendant ce temps, Victor continue de creuser devant la maison de nombreuses fosses en forme de tombe. À l'église, Teresa va voir le prêtre, lui demande si Sarah pourra survivre dehors jusqu'au lendemain. Il lui répond qu'elle mourra probablement. Après son départ, le prêtre descend au rez-de-chaussée, où il tient Sarah enfermée attachée à une chaise sans que personne ne le sache. Kenny, le maire, termine l'enterrement de Nathan. Le maire profite de ce que Sarah a fait à Mr. Lou, décide qu'ils doivent prendre la pierre magique, marcher le plus loin possible dans la forêt jusqu'à trouver une sortie de la ville. Mais Kenny n'est pas convaincu, s'en va le laissant seul. À l'église, le prêtre décide d'enfermer Sarah dans la boîte à cause de ce qu'elle a fait. Dans la maison de Matthew, il découvre que les fils électriques ne sont pas réels. Il n'y a pas de fils à l'intérieur du plastique. Jid entre dans la maison de Matthew avec la radio de grand câble, lui demande de l'aider à réparer la radio. Il rassemble des objets de la voiture de Jid pour la réparation. Il découvre que la batterie de la voiture n'est pas là. Après avoir réparé la radio, ils choisissent un arbre haut pour y placer la radio afin de capter un signal. Mais Jid a une phobie des hauteurs. Matthew est obligé de monter à sa place. Soudain, Jid voit du sang couler sous l'arbre. Il grimpe, trouve de nombreux corps pendus à l'arbre saignant. Il voit le même symbole que sur la cave dessinée sur le mur. Il entend un coup de fusil, voit une personne en uniforme militaire lui pointer le fusil dessus. Jid s'enfuit. Il est blessé. Le soldat vient le poignarder dans la poitrine. Jid crie de douleur. Matthew arrive rapidement, le trouve allongé au sol sans aucune blessure. Il le menace. Peu importe ce que tu as vu ou ressenti, ce n'est pas réel. Le maire se rend à la clinique pour parler avec Christy. Il se rappelle l'image de Mr. Lou mort. Christy descend de l'étage supérieur, le salue. Le maire lui demande comment va Kenny psychologiquement après la mort de son père. On découvre que Christy et Kenny sont fiancés. Elle lui dit qu'il essaye d'être la personne dont les gens ont besoin. Le maire, qui sait que son temps approche, veut s'assurer que le poste de maire reviendra à la bonne personne. Dans la cave de l'église, Sarah raconte au prêtre les voix qu'elle entend qui la préviennent ou l'appellent à l'aide. Sarah entend des voix de personnes enfermées comme elle qui lui demandent de l'aide. Elle explique au prêtre qu'elle entend leurs paroles, exécute leurs ordres pour les sauver. Elle lui dit aussi que ces voix ont prédit l'arrivée de 2 voitures en ville, ce qui s'est produit. Le prêtre ne croit pas ce que Sarah raconte, essaye de trouver une explication pensant qu'elle est folle. Soudain, Sarah crie non, comme si elle voyait quelque chose de mauvais. Ensuite, elle demande au prêtre, une feuille lui dit que les voix veulent lui transmettre un message. Dans la maison de Matthew, Teresa pense à une idée pour sortir de la ville. Elle décide de suivre les câbles électriques venant de l'extérieur, descend à la cave creuse pour atteindre les câbles. Pendant ce temps, Matthew essaye de capter des signaux radio. Jid arrive chez la femme de Lou, lui raconte ce qui s'est passé. Madame Lou cherche dans de très vieilles boîtes, lui montre une image du symbole qu'il a vu. Ailleurs, le maire essaye de parler à Kenny, mais Kenny est triste, n'arrive pas à parler. Le maire est obligé de lui avouer qu'il est malade, qu'il va mourir bientôt, qu'il veut qu'il soit prêt à prendre sa place à tout moment. Dans la forêt, Matthew n'arrive pas à capter les signaux, retourne à la maison. Il trouve Teresa dans la cave en train de chercher les câbles électriques. Teresa lui demande s'il se souvient du bracelet qu'il lui avait fait avec un lacet de chaussure. Matthew lui dit qu'il a disparu le jour de la naissance de Julia, s'étonne qu'elle s'en souvienne encore. Teresa lui montre le bracelet qu'elle a retrouvé dans un entrepôt où sont stockés les effets personnels des personnes décédées. Matthew lui dit que ce n'est sûrement qu'un bracelet qui lui ressemble. Mais Teresa lui prouve que c'est bien son bracelet, lui dit qu'ils doivent découvrir pourquoi ils sont arrivés ici. Elle lui parle de son idée de suivre l'origine des lignes électriques pour sortir de la ville. Matthew est convaincu par ses paroles, l'aide à creuser. À l'église, Sarah dessine pour le prêtre ce que les voix lui disent afin de lui prouver qu'elle n'est pas folle. Il la trouve en train de dessiner un trou entre les tombes contenant une boîte qu'il avait lui-même cachée depuis très longtemps, dont il est certain que personne ne connaît l'existence. Ils se réconcilient. Le prêtre trouve exactement ce que Sarah avait dessiné, ce qui est impossible à savoir pour elle. Il est convaincu qu'elle est un lien entre eux, le monde des esprits. Dans la maison colonie, un des jeunes entend la voix d'une fille derrière la fenêtre. Il ouvre le rideau, trouve une jolie fille avec beaucoup de fleurs qui lui dit qu'elle aime beaucoup. Il lui a dit qu'il l'aimait beaucoup. Alors la fille lui a demandé de prouver son amour et de la faire entrer dans la maison. Kevin lui a dit que c'était une décision très difficile et qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir. Au même moment, on voit Jed qui part vivre dans la maison de Kenny et de sa mère. Il commence à feuilleter le livre qu'il a pris au restaurant. Pendant que Lee, la mère de Kenny, est occupée, Jed trouve une vieille photo entre les pages du livre et on y voit un petit garçon. Il est surpris d'apprendre par la mère de Kenny que cet enfant est Victor lorsqu'il était petit. Le matin suivant, dans la maison de Donna, il se prépare pour la fête de la petite amie de Alice qui s'appelle Fatima, à l'occasion de l'anniversaire de son arrivée au village. À la fin de la journée, le maire retourne au poste de police après s'être assuré que tous les habitants sont bien rentrés chez eux.
Il est surpris de trouver le prêtre qui l'attend devant le poste. Il lui demande ce qu'il fait ici. Le prêtre lui répond qu'il doit lui parler d'un sujet important. Ils entrent au poste de police et ferment la porte à clé. Le maire commence à exposer son plan pour sauver les habitants du village, mais le prêtre l'interrompt et lui montre le sac qu'il a enterré dans le village à son arrivée. Le maire ouvre le sac et trouve une chemise tachée de sang. Il est très surpris et lui demande quel est le secret de cette chemise. Le prêtre commence à raconter son histoire. Il dit qu'avant de venir au village, il travaillait dans une église. Un jour, un enfant est venu se plaindre de sa famille, mais il ne l'a pas écouté et lui a demandé de rentrer chez lui. Il lui a donné le chocolat qui se trouve dans le sac. Cette nuit-là, le prêtre a décidé de passer chez l'enfant, mais il a été choqué de le trouver mort. Il a découvert que son père alcoolique l'avait frappé jusqu'à ce qu'il meure. À ce moment-là, le prêtre a perdu son sang-froid et a frappé le père de l'enfant jusqu'à ce que l'homme meure entre ses mains. Il se sentait très coupable de ne pas avoir écouté l'enfant. Il a pris sa voiture et a conduit jusqu'au village où il a enterré ce sac. Le maire lui demande pourquoi il lui raconte cette histoire. Le prêtre lui avoue alors qu'il a enlevé Sarah et l'a enfermée dans le sous-sol de sa maison, car elle pourrait être leur seul espoir de sortir d'ici. Il lui raconte tout ce qu'il sait sur Sarah en détail et comment elle peut communiquer avec les monstres. Le maire continue à réfléchir aux paroles du prêtre et sent qu'il a raison et que Sarah pourrait vraiment être la clé pour les faire sortir d'ici. Il décide de l'emmener avec lui dans le voyage qu'il entreprendra dans la forêt. Nous revenons une nouvelle fois à la maison de Donna et nous les voyons tous fêter l'anniversaire de l'arrivée de Fatima. Après un an passé au village. Pendant la fête, Kevin sort pour aller aux toilettes et parle à Jasmine à travers la fenêtre. Il lui dit qu'il l'aime. Jasmine lui répond que ce sera la dernière fois qu'elle le verra parce qu'il ne veut pas la faire entrer dans la maison. Mais Kevin continue de la supplier de ne pas le quitter. Après une longue réflexion, Kevin décide de lui ouvrir la fenêtre. Dès que Jasmine entre, elle tue Kevin et laisse la fenêtre des toilettes ouverte pour que les autres monstres puissent entrer. Au même moment, Julie s'ennuie de la fête, alors elle va s'asseoir avec Victor dans sa chambre et le trouve en train de préparer ses affaires pour partir. Elle lui demande ce qu'il fait. Victor lui répond que le danger approche et qu'ils doivent se préparer à fuir. Et en effet, quelques secondes plus tard, les monstres entrent dans la maison et commencent à tuer les gens. Victor lance rapidement une corde par la fenêtre et descend avec Julie. À ce moment-là, Victor voit le même enfant qui lui apparaît toujours. Il prend Julie avec lui et suit cet enfant jusqu'à ce qu'ils arrivent à un arbre étrange avec une ouverture à l'intérieur. C'est le même arbre que Victor avait vu quand il était avec Ethan, et il pense que cet arbre pourrait être leur chemin pour sortir du village. Victor demande à Julie de passer par cet arbre pour être en sécurité. Et en effet, dès qu'elle entre dans l'ouverture de l'arbre, Julie se retrouve dans une grotte étrange, alors elle décide de rester cachée jusqu'au matin. Au même moment, Donna rassemble tous les survivants dans sa voiture et demande aux autres de monter dans leur véhicule et de se diriger vers le poste de police. Dès leur arrivée au poste, le maire et le prêtre commencent à les aider. Soudain, un des monstres apparaît et blesse le prêtre au cou. Le maire tue rapidement. Le monstre prend le prêtre, l'emmène à l'intérieur du poste et essaye d'arrêter le saignement. Mais rien n'y fait. Il ne parvient pas à l'aider. Le prêtre commence à prier pour la dernière fois avec le maire et continue à prier et à supplier pour la survie des autres habitants. Et bien sûr, le maire est complètement effondré par la perte du prêtre, car c'était la seule personne vers laquelle il se tournait chaque fois qu'il se sentait étouffé. Afin de comprendre comment le maire est arrivé au village, nous revenons dans le passé et voyons le maire dans sa voiture avec sa femme Abby et son fils Alice. Ils se dirigent tous vers la ville où ils passeront leurs vacances. Mais soudain, ils trouvent un arbre coupé devant eux. C'est le même arbre que Jim et sa famille ont trouvé sur le chemin. Ils changent donc de direction et entrent dans le village. Le maire change de direction et prend un autre chemin jusqu'à ce qu'il se retrouve arrivé au village. Ils sont tous étonnés, car le village est complètement vide. Soudain, le curé apparaît devant eux et leur demande de venir se cacher avec lui avant la nuit. Et en effet, ils vont tous se cacher avec lui dans un abri souterrain, car à ce moment-là, ils n'avaient pas encore trouvé les pierres de talisman. Le matin suivant, ils sortent des abris et le maire et sa famille sont choqués lorsqu'ils trouvent les gens morts autour d'eux partout. Pendant que le curé décide de leur révéler le secret du village. Et bien sûr, le maire est choqué par ce qu'il entend, mais il voit que s'ils mettent de l'ordre dans le village, leur vie pourrait s'améliorer un peu. Et en effet, le maire commence à organiser le village tout seul. Et il est très heureux, car il a pu changer beaucoup de choses dans le village et le rendre un endroit habitable. Les jours passent, et Abby, la femme du maire, commence à se comporter de manière étrange, et tout le temps elle est distraite. Son fils Alice est très inquiet pour elle, mais le maire pense qu'elle va bien, et qu'il n'y a rien qui ne va pas avec elle. Un jour, le maire se promène seul dans la forêt, et il continue de marcher jusqu'à ce que la nuit tombe. Par erreur, il tombe dans une cabane, et il a peur quand il voit les monstres s'approcher de lui. Mais l'étrange c'est que les monstres ne peuvent pas entrer dans la cabane et marchent autour. Il regarde autour de lui et trouve un grand nombre de pierres de talisman. Il comprend alors que ce sont ces pierres qui l'ont sauvé des monstres. Il décide de les emmener avec lui au village pour que chaque habitant place une pierre dans sa maison, et qu'il n'ait plus besoin de se cacher dans les abris la nuit. Et en effet, le maire revient au village avec les pierres. Mais il est choqué lorsqu'il trouve sa femme Abby, tuant des gens de manière aléatoire. Il devient clair ici que Abby est devenue folle, à cause des événements étranges qui se produisent autour d'elle, et qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Et quand elle voit son fils Alice devant elle, elle lui pointe une arme pour le tuer. Mais à ce moment-là, le maire utilise une arme et tue sa femme Abby. Nous revenons à notre époque actuelle avec Jid,
après qu'il soit arrivé chez Matthew et lui demande s'il a capté un signal radio. Matthew lui dit qu'il a pu capter un faible signal et lui suggère de construire une tour de signal au-dessus de la maison de Donna pour communiquer avec les gens en dehors du village. Jed accepte immédiatement l'idée et il rassemble tous les habitants pour leur expliquer leur plan. Les habitants sont très enthousiastes à l'idée et décident de les aider à construire la tour. À ce moment-là, le maire arrive auprès de Sarah et l'emmène dans une cabane en forêt. Il lui demande d'attendre car il va l'emmener avec lui lors de son voyage autour de la forêt. En effet, Sarah entend ses paroles et continue à l'attendre. Ensuite, le maire se rend à l'hôpital pour rendre visite à son fils blessé et lui explique son plan. Il lui demande de lui pardonner car cela pourrait être la dernière fois qu'il le voit et lui dit qu'il l'aime beaucoup. Puis il demande de prendre soin de lui. Le maire est très heureux et ensuite il emmène Sarah et ils commencent leur voyage. Ils marchent longtemps dans la forêt jusqu'à ce qu'ils arrivent à un arbre suspendu avec plusieurs bouteilles. Le maire veut prendre une bouteille pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais soudain Sarah ressent une douleur intense dans sa tête et perd connaissance. Elle commence à convulser comme elle l'avait fait auparavant. Nous revenons au village et voyons que tous les habitants qui résidaient dans la maison de Donna sont allés vivre dans le commissariat jusqu'à ce qu'ils terminent les réparations de la maison de Donna. Donna remarque qu'un jeune homme nommé Eric est très déprimé et lui demande s'il va bien. Le jeune homme lui répond qu'il va essayer d'aller bien. Le lendemain, Donna se réveille au son de cris et demande aux habitants ce qui s'est passé. On lui répond que Eric s'est fait du mal. Donna est bien sûr très affectée par ce qui lui est arrivé et sombre dans une profonde dépression. Elle va s'asseoir seule dans le bar. En même temps, Teresa continue de creuser dans sa maison, en espérant atteindre la source d'électricité. La nuit, Sarah se réveille et se retrouve dans la tente avec le maire. Il lui dit qu'il a pris une bouteille de l'arbre et qu'il a trouvé un papier avec une ancienne date inscrite dessus, mais qu'il n'a pas pu aller plus loin avec cela. Il lui demande ce qui lui est arrivé avant de s'évanouir. Sarah lui dit que les monstres communiquaient avec elle, mais que cette fois-ci c'était différent de toutes les autres fois, car elle a entendu une voix de femme crier et lui dire qu'ils étaient sur le mauvais chemin et qu'ils devaient retourner au village avant qu'il ne soit trop tard. Le maire comprend immédiatement que la femme qui lui a parlé est sa femme, et qu'elle les avertissait de ce qui allait arriver. Soudain, un phénomène très étrange se produit, car il voit la tente vibrer de manière étrange comme si la tente avait bougé de sa place. Le lendemain, nous voyons que les habitants du village ont fini de construire la tour de signal et la relient à la source d'énergie du village. Matthew se trouve sous la maison de Donna et commence à connecter la tour de signal au poste de radio qu'il a. En même temps, Teresa revient seule pour continuer à creuser. Nous revenons à Matthew qui essaye toujours de connecter le poste de radio à la tour électrique. Mais soudain ils aperçoivent une tempête violente qui approche et pourrait faire tomber la tour. Mais Matthew ne se laisse pas abattre et continue à essayer de faire fonctionner le poste de radio plusieurs fois jusqu'à ce qu'il capte un signal et trouve quelqu'un qui lui répond. Bien sûr, Matthew est ravi et dit à la personne qu'il est bloqué dans un village et qu'il a besoin d'aide. Mais l'étrange c'est que cette personne lui demande de revenir vite chez lui et d'empêcher sa femme de creuser car elle pourrait mourir. Matthew se précipite et court vers la maison terrifié. Nous revenons à Teresa qui continue de creuser, mais soudain elle se retrouve tombée sous la surface de la terre, et est surprise de voir Victor devant elle. Il lui dit qu'ils sont actuellement dans le repère des monstres, et lui demande de venir avec lui rapidement avant que les monstres n'apparaissent et ne les tuent. Et effectivement Teresa s'enfuit rapidement avec lui. Après quelques minutes, Matthew arrive à la maison et continue à chercher sa femme partout mais il ne la trouve pas. Nous revenons au maire et à Sarah après qu'ils soient sortis de la tente, et ils se retrouvent dans une forêt différente de celle où ils se trouvaient auparavant. Il continue de marcher dans la forêt jusqu'à ce que le maire entende la voix de sa femme l'appelant à l'aide. Il continue de marcher en suivant la source de la voix, jusqu'à ce qu'il imagine sa femme devant lui prise dans des fils d'araignée. Il tente de la libérer mais soudain sa femme se transforme en un monstre terrifiant. Le maire s'éloigne rapidement d'elle, et à ce moment-là de nombreuses araignées sortent du sol et commencent à l'attaquer en le piquant. À cause des piqûres d'araignées, le maire se sent très fatigué et est incapable de continuer à marcher, et demande à Sarah de continuer seule, mais Sarah refuse de le laisser. Soudain Sarah voit l'enfant étrange devant elle qui lui fait signe d'aller vers l'arbre et lui demande de rentrer dans le trou de l'arbre. Sarah demande au maire d'entrer rapidement par le trou de l'arbre, et elle le suivra. Dès qu'il entre dans le trou de l'arbre, il se retrouve dans un endroit très étroit, et est coincé entre 4 murs. La deuxième saison de la série démarre avec le maire toujours emprisonné entre 4 murs, incapable de s'échapper. Bonnie tente à plusieurs reprises d'escalader le mur mais échoue et chute à chaque fois. Soudain, il entend la voix d'un homme qui lui propose de l'aider à sortir et lui lance une corde pour qu'il puisse grimper. L'action retourne aux habitants du village qui rassemblent leurs affaires pour se réfugier dans la maison de Donna avant l'arrivée de la tempête. Jed est choqué de voir un bus arriver au village, transportant de nombreuses personnes. Il court informer Donna de l'arrivée de ces nouveaux venus et de la nécessité de les aider. Donna lui demande alors de l'aider à convaincre ces personnes de ne pas quitter le village. Ils se dirigent tous les deux vers le bus, puis Jed va fouiller la chambre de Victor. Ethan le voit et lui demande ce qu'il fait là. Jed lui répond que Victor est le seul à connaître un moyen de sortir d'ici, et qu'il a sûrement laissé quelque chose dans sa chambre pour les aider. Teresa et Victor continuent d'avancer dans la grotte des monstres.
Teresa, effrayée et perdue, demande à Victor comment il savait qu'elle viendrait. Il lui révèle que l'enfant étrange lui est apparu, lui a dit qu'elle arriverait ici et lui a demandé de l'attendre pour qu'ils puissent sortir ensemble. Après une longue marche, ils se retrouvent face aux monstres, qui sont endormis. Devant eux, ils aperçoivent une poupée à l'apparence très étrange. Dès que Victor la voit, il est pris de peur, et ne peut plus avancer. Teresa lui rappelle qu'il est leur seul espoir de sortir d'ici, et le supplie de ne pas abandonner. Victor se relève, et ils reprennent leur marche dans la grotte jusqu'à ce qu'ils trouvent une ouverture. Ils en sortent et se retrouvent dans la forêt. De retour au bus, nous faisons la connaissance d'un jeune homme nommé Elijin. Dès son arrivée au village, il se met à crier, affirmant qu'ils sont en danger et qu'ils doivent faire demi-tour rapidement par ce chemin. La raison pour laquelle Elijin sait qu'ils sont en danger reste floue. La conductrice du bus arrête alors le véhicule et fait descendre tous les passagers pour qu'Elijin se calme. Pendant ce temps, Kenny arrive au bus et invite tous les passagers à entrer dans le restaurant pour se reposer du trajet, pendant qu'il cherche un moyen de leur révéler le secret du village. Au même moment, Julia les rejoint et leur annonce que sa mère est tombée dans un trou sous terre, et que son père, ne sachant comment la sortir, a besoin de leur aide pour la sauver. 2 passagers du bus se portent volontaires pour aider, et le propriétaire du bar part aussi avec eux. Au même instant, Elgin est pris de convulsions étranges. Marielle, une infirmière présente dans le bus, tente de l'aider et reste assise à ses côtés jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. La surprise est que Marielle est la meilleure amie de Christy. Dès qu'elle la voit, Christy la serre dans ses bras en larmes, n'ayant plus eu de ses nouvelles depuis 6 mois. On revient à Donna, qui essaye de convaincre la conductrice du bus qu'il n'y a aucun moyen de sortir d'ici, et qu'ils doivent se cacher chez elle avant la tombée de la nuit et l'arrivée des monstres. Mais la conductrice ne la croit pas, et veut emmener les passagers pour partir. Alors Donna décide de recourir à la violence. Elle prend son arme et fait exploser les pneus du bus. Kenny tire aussi en l'air pour effrayer les gens et les forcer à entrer se cacher dans le restaurant avant le coucher du soleil. Revenons à Matthew et aux autres hommes. Ils tentaient d'enlever les décombres tombés dans le trou pour sauver sa femme. Soudain, un tremblement de terre se produit, la maison se divise en 2 et leur tombe dessus. Tous les habitants du village accourent pour les aider et réussissent à sortir un jeune homme appelé Randall, un des passagers du bus. Mais les autres restent coincés sous les décombres, et ils ne parviennent pas à les libérer. Le problème est que le soleil est sur le point de se coucher, et qu'il n'y a pas le temps de tous les sortir. Alors Matthew demande à Julia de les laisser sur place jusqu'au matin, et de prendre les habitants pour se cacher rapidement avant la nuit. On revient au maire après qu'il a réussi à grimper à la corde. Lorsqu'il sort de l'endroit où il était, il trouve devant lui un vieil homme appelé Martin qui est attaché au mur. C'est cet homme qui l'a aidé à sortir de là. Mais le maire ne comprend pas comment il a pu lui lancer la corde alors qu'il est attaché. L'homme lui demande de le tuer parce qu'il est enfermé là depuis des années. Le maire est choqué par sa demande et ne comprend rien à ce qui se passe. Mais il refuse de le tuer et lui demande ce qui lui est arrivé et comment il est arrivé ici. Martin lui raconte qu'il est arrivé dans ce village il y a de nombreuses années, et qu'il est entré par un trou dans un arbre, et s'est retrouvé dans cet endroit. À ce moment-là, des monstres sont apparus, et l'ont attaché ici. Il est resté attaché tout ce temps et chaque jour les monstres apparaissent à un moment précis et continuent de le torturer. Martin lui demande de l'achever parce qu'il est fatigué de sa vie. Mais le maire refuse de le tuer, et lui dit qu'il va l'aider, et le ramener avec lui au village. Le maire essaye de le détacher pendant longtemps jusqu'à ce qu'il réussisse à libérer une seule main. Mais soudain ils entendent de la musique et Martin lui dit de fuir vite avant que la musique ne s'arrête, parce qu'une fois qu'elle s'arrête, les monstres apparaîtront et le tueront. Mais le maire refuse de le laisser et continue d'essayer de le détacher sans y parvenir. Soudain la musique s'arrête et Boyd est surpris de voir quelque chose bouger sous le bras de Martin. Soudain Martin le blesse et lui dit que maintenant leur sang est devenu un. Ensuite Martin meurt. Rapidement, le maire sort de l'endroit où il était et se retrouve dans la forêt. Il reste caché toute la nuit pour échapper aux monstres. On revient à Matthew et ceux qui sont avec lui. Ils sont toujours coincés sous les décombres et essayent de ne faire aucun bruit pour que les monstres ne les entendent pas. Mais malheureusement un des hommes avec Jim meurt à cause de ses blessures et soudain un monstre apparaît et tue le deuxième homme avec lui. Il ne reste que Matthew, qui essaye de tenir bon et de ne faire aucun bruit jusqu'au matin. Donna expliquait tout ce qu'elle savait sur le village aux passagers, mais Randall, incrédule, insistait pour sortir de la maison. Kenny l'en empêcha par la force. Au même moment, Teresa arriva avec Victor à son camion, et ils y entrèrent pour s'y cacher. Quelques instants plus tard, ils entendirent un bruit étrange. Une voix appelant à l'aide. Ils ouvrirent le camion et trouvèrent le maire devant eux. Ils le firent rapidement entrer pour se cacher. Juste après, ils entendirent un autre bruit à l'extérieur du camion, et virent Elgin courir vers eux, fuyant les monstres. Ils le firent entrer lui aussi, pour se cacher avec eux dans le camion. Ils demandèrent au maire qui il était, et comment il était arrivé ici, car c'était la première fois qu'ils le voyaient. Elgin leur dit qu'il était arrivé dans le village par erreur avec un groupe de passagers. Bien sûr, le maire fut choqué par ce qu'il entendit, et très contrarié que de nouvelles personnes soient arrivées dans le village. Les 4 restèrent cachés dans le camion toute la nuit. Le lendemain matin, tout le monde sortit du restaurant et fut choqué de trouver le corps du propriétaire du bar déchiqueté devant eux. À ce moment-là,
Tout le monde crut ce que disait Donna sur les monstres, et ils commencèrent tous à aider Matthew à sortir de sous les décombres. En même temps, le maire et ceux qui étaient avec lui sortirent du camion. Teresa apprit par hasard d'Elgin que sa maison s'était effondrée, et que son mari était actuellement coincé sous les décombres. Elle se mit alors à courir seule dans la forêt pour aller le sauver. Quand le maire regarda sa main, il vit quelque chose bouger sous sa peau, exactement comme ce qui était arrivé à Martin. Il eut très peur, et ne comprit pas ce qui lui arrivait, mais il ne s'en préoccupa pas, et se dépêcha de suivre Teresa pour ne pas la laisser partir seule. Et quand le maire arriva sur le lieu de l'accident, il rencontra son fils là-bas. Élise voulut savoir ce qui était arrivé à son père depuis qu'il avait quitté le village et était parti. Ensuite, le maire rencontra Donna, et apprit d'elle que plusieurs passagers avaient refusé de se cacher avec eux dans le restaurant et s'étaient enfuis dans la forêt, et bien sûr ils étaient tous morts, tués par les monstres. Elle s'excusa de ne pas avoir pu contrôler la situation comme elle lui avait promis, mais il lui dit qu'il était très fier des efforts qu'elle avait faits, et lui demanda de ne pas se blâmer pour quelque chose dont elle n'était pas responsable. À ce moment-là, Matthew fut transféré à l'hôpital, et sa femme était assise à côté de lui, très inquiète pour lui. Matthew la rassura en lui disant qu'il irait bien et qu'il allait mourir d'inquiétude pour elle. Alors Teresa s'approcha de lui de manière romantique et s'excusa d'avoir causé son inquiétude. Elle lui raconta qu'après être tombée dans le trou, elle s'était retrouvée dans la grotte des monstres, et ce qui était étrange, c'est qu'elle n'avait trouvé aucune source d'électricité non plus. Matthew la rassura en lui disant qu'il enquêterait davantage sur ce sujet pour savoir d'où venait l'électricité. Ensuite, Teresa le laissa et alla à l'entrepôt du village pour chercher quelques vêtements pour elle. Et dès qu'elle sortit de l'entrepôt, elle fut surprise de voir devant elle deux enfants à l'apparence très étrange, comme s'ils étaient des monstres. Bien sûr, Teresa fut terrifiée par ce qu'elle vit et s'éloigna rapidement devant eux. Alors que Fatma fait visiter le village à Elgin, elle lui demande ce qui lui est arrivé et ce qui lui a fait comprendre qu'ils étaient en danger. Elgin lui explique qu'il dormait dans le bus et a fait un cauchemar terrifiant sur le village, ce qui l'a alerté du danger. Cependant, il ne comprend pas comment il a eu ce rêve ni comment il a pu prévoir ce qui allait leur arriver. Fatma lui révèle alors que la plupart des villageois vivent des phénomènes étranges à cause des monstres, et suggère que ce sont peut-être les monstres qui ont communiqué avec lui et pris le contrôle de son esprit pour lui faire voir ce rêve. Au même moment, Kenny et Ellis marchent dans la forêt et découvrent Kelly, une passagère, inconsciente. Un morceau de métal lui a transpercé le crâne, la clouant à un arbre. Il la croit morte, mais soudain, Kelly ouvre les yeux et se met à pleurer. Il court chercher Christy à l'aide. Quand Christy voit l'état de Kelly, elle est choquée comme jamais, ne comprenant pas comment elle peut encore être en vie, car le morceau de métal a traversé sa tête de part en part. Christy ne peut rien faire pour l'aider, car le morceau de métal est planté dans l'arbre, et si elle l'enlève, la jeune femme se videra de son sang. Kelly leur raconte que ce sont les monstres qui lui ont fait ça, et qu'ils l'ont forcé à regarder son petit ami se faire tuer devant ses yeux. Tout le monde est surpris par ces dires car les monstres n'ont jamais agi ainsi auparavant, tuant toujours les humains immédiatement. Quelques instants plus tard, le maire arrive. Apprenant ce que les monstres ont fait à Kelly, il est profondément choqué, et leur dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de la tuer pour la libérer de sa souffrance. Le maire s'approche et retire lui-même le morceau de métal de sa tête, et la jeune femme meurt sur le champ. Après cela, Kenny les quitte, et entre dans l'église. Soudain, il entend un bruit étrange provenant du sous-sol. Il descend pour voir ce qui se passe, et est surpris de trouver Sarah. Kenny court appeler le maire, qui est également surpris de voir Sarah dans l'église. Sarah lui explique qu'elle est entrée juste après lui par l'ouverture de l'arbre, et s'est retrouvée ici. Elle a eu peur de sortir au village, sachant que tous les habitants la détestent et souhaitent sa mort à cause de ce qu'elle a fait. Elle demande au maire si Kenny sait quelle est la cause de la mort de son père. Le maire la rassure qu'il ne sait rien à ce sujet, et lui demande de ne jamais lui en parler car il ne pourra jamais lui pardonner et pourrait la tuer s'il découvrait qu'elle a tué son père. Il lui demande aussi pourquoi elle lui a demandé d'entrer par l'ouverture de l'arbre. Elle lui dit que l'enfant étrange lui est apparu et lui a demandé d'entrer pour qu'il soit en sécurité. Après cela, le maire demande à Kenny de ne dire à personne que Sarah est cachée ici. Kenny continue de crier contre lui, estimant que Sarah devait aller dans la cage de punition après tous les meurtres qu'elle a causés. Le maire lui répond qu'il ne comprend rien, et lui explique que ce que Sarah a fait n'était pas volontaire, qu'elle n'est pas une mauvaise ou dangereuse personne, et qu'elle est peut-être la raison pour laquelle ils pourront sortir du village. Soudain, le maire ressent une grande fatigue et tombe au sol. Il se précipite à l'hôpital et apprend par Christy que c'est sa maladie qui a causé cette fatigue. En même temps, Kenny va chercher de la nourriture pour Sarah et reste assis avec elle pendant qu'elle mange. À ce moment-là, Sarah ressent une grande culpabilité envers lui, alors elle lui avoue que c'est elle qui a tué son père après que les monstres lui ont demandé de le faire. Bien sûr, Kenny est choqué par ce qu'il entend, il la quitte et part confronter le maire avec toute l'histoire. Il est très en colère contre lui parce qu'il lui a caché ce sujet, et il lui dit qu'il ne veut plus le connaître ni avoir affaire à lui. Il le laisse et s'en va. Nous allons à la maison de Donna et voyons Randall en train de se disputer avec un habitant et de le frapper. Donna se met en colère et lui dit qu'elle a été patiente avec lui pendant longtemps mais qu'il ne veut pas changer son comportement. Donna emmène Randall au bus et lui dit qu'à partir d'aujourd'hui il vivra ici, car il n'a plus de place dans sa maison.
Elle lui laisse la pierre de protection pour sa sécurité et lui demande de la garder suspendue en hauteur tout le temps, parce que si la pierre tombe par terre, les monstres entreront et le tueront. Le lendemain, tous les habitants du village apprennent que Sarah est revenue. Le maire est assis à l'église à ce moment-là et il est surpris de voir Teresa et son mari entrer furieux. Il crie contre lui parce qu'il cache Sarah chez lui alors qu'elle a essayé de tuer leur fils. Le maire leur assure que Sarah n'est pas une fille dangereuse du tout, et leur promet qu'elle ne leur fera plus jamais de mal. Dès que Teresa voit Sarah devant elle, elle se met à crier et à la menacer de la tuer si elle pense à s'approcher de sa famille encore une fois. Ensuite, Elgin va s'asseoir avec Sarah dans l'église, car il a pitié d'elle à cause de la haine des gens du village. Sarah est heureuse qu'il soit de son côté et le remercie pour sa gentillesse. Après cela, Sarah va s'excuser auprès de la mère de Kenny pour ce qu'elle a fait à son mari, mais la mère de Kenny refuse de lui pardonner, et lui dit qu'elle ne lui a jamais rien fait de mal pour qu'elle tue son mari. Elle lui rappelle qu'elle l'a accueillie et traitée comme sa propre fille depuis qu'elle est arrivée au village. Sarah est touchée par ces paroles et est incapable de répondre. Ensuite, la mère de Kenny va chercher toutes les affaires que Sarah avait laissées au restaurant, et les lui donne, en lui disant qu'elle ne veut plus jamais la revoir. Sarah sort du restaurant effondrée. À ce moment-là, elle trouve Kenny devant elle. Il se met à crier contre elle parce qu'elle est entrée dans le restaurant. Il prend ses affaires, les casse une à une, et la menace de la tuer lui-même si elle s'approche encore une fois de sa mère. Quand Sarah regarde autour d'elle, elle trouve que tous les habitants du village la regardent avec haine. Aucun d'eux ne pense à la défendre. Bien sûr, elle est très triste parce que tout le monde la déteste maintenant et qu'elle n'a plus aucun ami dans le village. Elle s'accroupit pour ramasser ses affaires. Elgin la voit et a beaucoup de compassion pour elle, alors il commence à l'aider et ramasse les affaires avec elle. En même temps, Teresa part s'asseoir seule dans la forêt et recommence à imaginer les enfants autour d'elle. Cette fois, les enfants s'approchent d'elle, la touchent sans arrêt, et répètent des mots incompréhensibles. Teresa continue de crier et de leur supplier de s'éloigner d'elle. Après quelques instants, Teresa se réveille de ses hallucinations et découvre que les enfants ont disparu autour d'elle. Bien sûr, elle est terrifiée et ne comprend pas pourquoi elle imagine ces enfants ni ce qu'ils veulent d'elle. Le lendemain, Victor va rencontrer Jade et lui dit qu'il est d'accord pour lui révéler l'identité de l'homme sur la photo, mais à condition qu'il lui joue un morceau précis au violon qu'il aime entendre. Jade accepte mais veut d'abord connaître la raison. Alors Victor lui raconte que sa mère lui jouait toujours ce morceau dans le passé, et que quand il l'entend, il ressent une belle émotion. Jade commence à jouer du violon et Victor est très ému par sa musique et ne peut retenir ses larmes car sa mère lui manque. Quand Jade finit de jouer, il lui demande qui est l'homme sur la photo. Victor lui dit que l'homme sur la photo s'appelle Christopher, et qu'il faisait aussi partie des gens qui sont arrivés au village dans le passé. Christopher imaginait toujours le même symbole que tu vois toi, Jade. Après un moment, Christopher est devenu fou et a perdu la raison à cause des événements et des phénomènes étranges qu'il voyait toujours. Un jour, Victor se réveille de son sommeil et découvre avec surprise que Christopher a tué tous les habitants du village, y compris la mère de Victor. Ensuite, il s'est fait du mal à lui-même et est mort. Victor était le seul à avoir réussi à survivre, car il était caché dans un endroit que personne ne connaissait. Bien sûr, Jade est choqué par ce qu'il entend et a peur que son destin soit comme celui de Christopher, car il voit toujours le même symbole étrange. Après cela, le maire va s'excuser auprès de la mère de Kenny parce qu'il cachait Sarah chez lui sans lui dire. Mais il lui explique que Sarah pourrait être leur seul espoir de sortir du village et qu'il doit la protéger et prendre soin d'elle. Bien sûr, la mère de Kenny n'est pas convaincue par ce discours et tout ce à quoi elle pense, c'est l'image de son mari mort devant elle, et elle est incapable de pardonner à Sarah ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, Kenny arrive et se fâche en voyant le maire devant lui, car il lui avait demandé de ne plus revenir ici. Le maire s'excuse et retourne à l'église. Dès qu'il entre dans l'église, il voit une fille en train de danser devant lui, il la regarde avec étonnement sans comprendre qui est cette fille ni comment elle est arrivée ici. Soudain, la danseuse se transforme en monstre terrifiant, et le maire se réveille, et se retrouve allongé par terre dans le restaurant, et il s'avère qu'il imaginait tout ce qui lui arrivait. Kenny et sa mère le réveillent rapidement et veulent l'emmener à l'hôpital, mais il refuse d'y aller. Pourtant, Kenny insiste pour l'y emmener. En chemin, le maire imagine devant lui la boîte à musique qu'il avait vue quand il était avec Martin, et il voit encore une fois la danseuse devant lui. Puis après quelques instants, toutes ses hallucinations disparaissent. Quand le maire arrive à l'hôpital, Christy l'examine et découvre qu'il est en parfaite santé, ne souffrant de rien. Elle lui demande ce qui s'est passé. Il lui raconte sa rencontre avec Martin, qui l'a blessé, et lui a transmis le sang qu'il avait dans le corps, lui disant à ce moment-là que leur sang était devenu un seul. Depuis, le maire voit des vers bouger sous sa peau, ce qui le fait énormément souffrir. Christy est stupéfaite par son récit, et, malheureusement, ne le croit pas. Elle va dire à Kenny que le maire commence à perdre la tête, et qu'ils doivent le surveiller constamment, pour qu'il ne tente pas de se faire du mal. De retour chez lui, le maire imagine qu'une danseuse essaye de le tuer. Marielle arrive et est très étonnée de son comportement. Elle tente de le calmer. Lorsque Kenny apprend ce que le maire a fait, il lui demande pourquoi il agit ainsi. Le maire lui raconte alors tout ce qui lui est arrivé depuis son voyage. Mais bien sûr, Kenny ne le croit pas, et pense qu'il hallucine. En même temps, le village fait face à un grave problème à cause du manque de nourriture. Littéralement, toute la nourriture ne suffira que pour un mois.
Cela crée une panique parmi les habitants, qui commencent à se disputer et à cacher la nourriture les uns des autres. Un problème éclate entre un habitant et Elgin. L'homme accuse Elgin d'avoir voulu voler sa nourriture. Ellis intervient pour calmer la dispute, mais par erreur, l'homme le poignarde avec un couteau dans le ventre. Fatima et Elgin soutiennent rapidement Ellis et l'emmènent à l'hôpital. Christy commence à le soigner pour stopper l'hémorragie. Mais le problème est qu'il a perdu beaucoup de sang et a besoin d'une transfusion sanguine. Le maire est le seul à pouvoir lui donner son sang car il a le même groupe sanguin. Cependant, le maire a peur de lui donner son sang car les vers dans ses veines passeraient directement à Ellis. Le maire réfléchit à ce qu'il doit faire, puis il a une idée. Il décide de donner son sang infecté à l'une des créatures dehors pour se débarrasser des vers, et ainsi pouvoir ensuite donner son sang à son fils. Effectivement, il sort dans la rue, et les monstres se rassemblent autour de lui. L'un des monstres nommé Smiley s'approche de lui. Le maire le blesse rapidement et lui donne son sang infecté. Soudain, Smiley se sent très mal, et crie jusqu'à mourir. Ensuite, le maire retourne vite à l'hôpital après s'être débarrassé de son sang infecté. Il donne son sang à son fils et reste à côté de lui jusqu'à être rassuré qu'il va bien. Ensuite, Kenny vient s'excuser auprès du maire parce qu'il ne l'avait pas cru au début. Tous les deux regardent Smiley avec étonnement et n'arrivent pas à croire que les vers l'ont tué. Mais en même temps, ils sont contents, car ils ont enfin trouvé une arme pour tuer les monstres. Le matin suivant, Fatima avoue à Christy qu'elle est enceinte d'Ellis, mais elle lui demande de ne le dire à personne, parce qu'elle n'a pas encore annoncé à Ellis qu'il va être père. Christy est très étonnée par son comportement mais lui promet de garder le secret. Ensuite, ils sortent tous de l'hôpital et trouvent le corps de Smiley toujours là. Alors le maire leur propose de l'emmener à l'hôpital pour l'autopsier, et vérifier si les vers l'ont vraiment tué, car il pourrait extraire du poison de son corps pour tuer les autres monstres. Tout le monde est d'accord avec l'idée sauf Kenny, qui s'y oppose car il pense que les monstres sont une entité effrayante, et qu'il ne faut pas les approcher ou les ouvrir. Mais Christy n'est pas d'accord avec lui, et lui explique que l'autopsie est leur seul espoir pour fabriquer une arme contre les monstres. Pendant qu'ils examinent le corps, Marielle se sent mal, et sort vite de la pièce. Tout le monde la suit pour vérifier si elle va bien. Christy leur apprend que Marielle souffre de symptômes de sevrage, et que c'est pour ça qu'elle s'est sentie mal en voyant le cadavre. Christy l'emmène dans sa chambre pour se reposer, puis elle revient à la salle d'opération avec le maire et Kenny pour commencer l'autopsie. Là, il découvre quelque chose de très étrange. Le cadavre ne contient pas une seule goutte de sang. De plus, ses organes internes sont très secs, comme s'ils étaient momifiés depuis des années. Christy est en colère car elle n'a pas trouvé de sang pour fabriquer le poison. Elle frappe le cadavre du monstre avec colère jusqu'à ce qu'un liquide jaune en sorte. À ce moment-là, Christy sent que l'espoir est revenu, et elle leur dit qu'ils peuvent utiliser ce liquide pour créer le poison. En même temps, Fatima et Ellis arrivent chez Donna. Elle l'aide à aller dans sa chambre pour se reposer. Ensuite, Fatima parle seule avec Donna, et lui dit qu'elle est enceinte d'Ellis. Donna est très heureuse pour elle, et lui dit que c'est la meilleure nouvelle qu'elle ait entendue depuis qu'elle est arrivée dans le village. Mais elle remarque que Fatima est triste, et lui demande pourquoi. Alors Fatima lui avoue qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a été choquée, parce que tous les médecins lui avaient dit que c'était impossible. Fatima sent que cette grossesse est un mauvais présage, et c'est pour ça qu'elle a peur d'en parler à Ellis. Mais Donna pense exactement le contraire, et lui dit que sa grossesse est un miracle de Dieu, et qu'elle doit en être heureuse. Au même moment, Mathieu se promène dans le village et trouve Randall en train de jouer avec son drone. Il lui propose d'utiliser le drone pour explorer la ville, ce que Randall accepte. Il leur raconte alors une théorie étrange née de sa vie dans le village. Ils seraient tous à l'intérieur d'une expérience scientifique, dirigée et observée par des personnes autour d'eux. Personne ne l'a cru et l'a traité de fou. Randall, trouvant sa théorie plutôt convaincante, accepte de l'aider et de coopérer avec lui pour découvrir qui les a placés dans cette expérience. La nuit, Elgin est dans la baignoire tentant de se détendre et de calmer ses nerfs, mais soudain il imagine un monstre terrifiant devant lui qui essaye de le noyer. Le lendemain, Kenny rêve que des insectes l'attaquent et le piquent. À son réveil, il trouve sa main très rouge à cause de la piqûre de l'insecte du rêve. De l'autre côté, Teresa va voir Jade et lui raconte les choses étranges qu'elle commence à imaginer, expliquant que cela a commencé depuis qu'elle est entrée dans la grotte des monstres. Elle l'emmène à l'entrée de la grotte et lui montre le symbole dessiné sur les murs. Au même moment, le maire apprend par Donna ce qui est arrivé à Elgin la nuit dernière. Il va le voir pour s'assurer qu'il va bien. Elgin lui explique qu'ils peuvent extraire une substance du corps du monstre, et qu'ils veulent l'essayer sur les autres monstres pour voir si elle les tue, mais ils ne savent pas comment faire. Elgin propose de tremper des balles de revolver dans la substance puis de tirer sur les monstres avec. Le maire trouve l'idée intelligente et décide de l'appliquer. Quand le maire arrive à l'hôpital avec Kenny, il trouve Marielle effondrée en larmes et Christy assise à côté d'elle pour la calmer. Le maire leur demande ce qui s'est passé. Christy lui dit que Marielle a entendu un bruit étrange venant de la salle où se trouve le cadavre du monstre et est terrifiée depuis. Le maire et Kenny descendent dans la pièce et sont choqués de voir beaucoup d'insectes sortir du corps du monstre. Ce sont les mêmes insectes que Kenny a vus dans son rêve et qui l'ont piqué.
Kenny leur raconte ce qui s'est passé dans le rêve, et tout le monde est choqué, n'arrivant pas à croire que leurs rêves deviennent aussi dangereux que la réalité. Ils décident alors de se débarrasser du cadavre du monstre et de le brûler. Pendant ce temps, Jade se dispute avec Victor, parce qu'il ne lui a pas dit qu'il avait vu le symbole sur les murs de la grotte, alors qu'elle lui avait demandé plusieurs fois de tout lui dire sur le symbole. Victor a très peur de sa réaction et part se cacher seul dans sa chambre. Teresa le suit pour le calmer et lui demande d'être honnête avec elle et de lui dire tout ce qu'il sait sur le symbole, car son silence ne les aidera pas. Victor lui dit qu'il ne veut pas tout révéler car il a peur pour eux, expliquant que toutes les personnes qui ont essayé de découvrir la vérité avant eux ont fini par mourir. Lui-même a arrêté de chercher depuis longtemps et a enterré tous ses souvenirs, considérant l'oubli comme une grande bénédiction. Mais avant d'enterrer ses souvenirs, il dessinait tout ce qui lui arrivait pour ne pas l'oublier, et il a laissé ses dessins dans la vieille voiture de sa mère. Victor l'emmène voir les dessins dans la voiture. Dès qu'il les voit, Victor s'effondre en larmes, car il se souvient de sa petite sœur, Héloïse, qui a été tuée par Christopher. Il est clair que Victor l'avait complètement oublié. Teresa reste à côté de lui pour le consoler. Au même moment, Randall kidnappe Donna et commence à la torturer, car il croit qu'elle fait partie des gens qui travaillent sur l'expérience. À ce moment, le maire et Kenny avaient fini de brûler le cadavre et rentraient chez eux. Sur le chemin, ils trouvent un habitant dehors, ses vêtements couverts de sang, demandant de l'aide. Ils entrent dans sa maison pour voir ce qui s'est passé et sont choqués de trouver sa femme morte sur le lit. Ils lui demandent ce qui s'est passé. Il leur dit que sa femme dormait normalement mais s'est réveillée soudainement en hurlant qu'il venait la tuer, puis son corps a commencé à s'ouvrir étrangement, comme si quelque chose l'attaquait de l'intérieur. Là, le maire comprend que dormir est aussi devenu dangereux, parce que les insectes qu'ils ont vus avant commencent à les attaquer dans leurs rêves. Il décide de ne laisser personne dormir cette nuit, et rassemble tous les habitants de la ville, leur demandant de ne pas dormir quoi qu'il arrive. Le maire sait que Matthew est encore dans la forêt alors que le soleil est sur le point de se coucher. Il part vite le chercher et le trouve avec Randall qui essaye de blesser Donna. Le maire pointe son arme sur Randall, libère Donna, et tous vont se cacher dans la voiture jusqu'au matin. Le maire commence à préparer les balles empoisonnées pour les tester sur les monstres, mais soudain ils entendent la musique étrange que le maire avait déjà entendue avec Martin. Quand ils regardent par la fenêtre, ils voient les monstres à distance. Ils ne veulent pas s'approcher, ce qui ne s'est jamais produit avant. Quand la musique s'arrête, ils sentent l'attaque des monstres contre la voiture, alors ils sortent vite tous de la voiture. Et le maire commence à tirer avec les balles empoisonnées, mais malheureusement l'expérience échoue. Aucun monstre ne meurt. Ils courent tous rapidement vers la maison de Donna pour s'y cacher, mais Randall refuse d'y aller et reste seul en fuite dans la forêt, jusqu'à ce que soudain les insectes l'attaquent. Pendant ce temps, dans la maison de Donna, la plupart des habitants du village sont rassemblés. Soudain, Marielle ressent des douleurs dans tout son corps, elle hurle, et imagine que les insectes l'attaquent. Bien sûr, le maire et Christy ne peuvent pas l'aider, et soudain Marielle n'arrive plus à respirer, ses yeux deviennent blancs comme si elle était morte. Bien sûr, Christy est complètement effondrée pour son amie, elle ne sait pas comment l'aider. Après cela, Ellis appelle son père et lui dit qu'il doit écouter ce que dit Elgin. Le maire va voir Elgin qui lui raconte qu'il rêve depuis longtemps de cauchemars étranges sur le village, et que dans un de ses rêves, il a vu l'enfant étrange qui apparaît toujours à Victor. Cet enfant répétait toujours un passage d'une chanson qui disait qu'ils ne pourront pas fuir leur destin et qu'ils mourront tous. Au même moment, Teresa est assise avec Jade et lui dit qu'elle sent que les enfants qui lui apparaissent ont besoin de son aide pour se libérer. Elle lui montre une image d'un phare que Victor avait dessiné, et elle lui dit que ses enfants lui apparaissent toujours dans ses rêves à l'intérieur du phare et lui demande de les aider et de les libérer. Donc, si eux trouvent ce phare et s'y rendent pour libérer les enfants, ils pourront sortir du village. Jade est d'accord avec elle, mais soudain ils entendent Julie crier. Ils courent la voir et la trouvent par terre en train de crier. Elle aussi imagine que les insectes l'attaquent. Soudain Julie tombe dans le coma, tout comme Marielle. Le lendemain, Donna trouve Randall inconscient dans la forêt, ses yeux sont blancs comme ceux de Marielle et Julie. Puis soudain Randall commence à crier d'une façon terrifiante et au même moment Julie et Marielle crient aussi, et personne ne peut contrôler la situation ni comprendre ce qui leur arrive. Bien sûr, le maire est au bord de la folie, il ne comprend rien. Alors une idée lui vient. Il emmène Sarah à un endroit précis dans la forêt, et lui dit qu'il s'était retrouvé là après avoir quitté Martin. Il pense que les esprits des monstres sont dans ce lieu, et lui demande de communiquer avec eux pour comprendre ce qui se passe. En effet, les monstres commencent à communiquer avec Sarah, et lui révèlent qu'un esprit démoniaque vivait dans le corps de Martin. Cet esprit est passé au maire quand Martin l'a blessé et lui a transmis son sang. Cet esprit démoniaque est représenté par les insectes qui les poursuivent toujours. Le problème, c'est que cet esprit a volé les âmes de Julie, Randall et Marielle, et les a enfermés dans le même endroit où Martin était emprisonné pour les tuer. Et une fois qu'il les aura tués, il pourra très facilement contrôler les autres habitants du village et s'en débarrasser. La seule solution pour se débarrasser de cet esprit démoniaque est de trouver la boîte à musique et de la détruire. Bien sûr, le maire est complètement perdu, il ne sait pas comment trouver cette boîte. Au même moment, Jade entre dans la grotte des monstres et est choqué de voir devant lui les 7 enfants qui apparaissent toujours à Teresa, et ils répètent tous un seul mot.
Quand il lève les yeux, il voit le symbole, mais après quelques instants tout disparaît autour de lui. On retourne au maire qui est assis seul dans l'église, et essaye de calmer ses nerfs pour trouver un moyen d'accéder à la boîte à musique. À ce moment, Donna entre et lui dit d'oublier tout ça pour l'instant car il y a quelque chose de plus important. Elle le surprend en lui annonçant qu'Alice et Fatima vont se marier aujourd'hui, et qu'il doit être présent avec eux en ce jour spécial. Le maire va les féliciter et tous les deux commencent à célébrer les rituels du mariage, car il n'y a pas de prêtre dans le village pour officialiser leur union. Pendant ce temps, le maire continue de réfléchir à un moyen d'atteindre la boîte à musique. Une idée étrange lui vient en tête. Aller à l'endroit où l'esprit démoniaque a été enfermé et y allumer un feu. Dès qu'il fait cela, il se retrouve transporté à l'endroit où Julie et les autres ont été enfermés. Il y trouve les âmes de Julie, Randall et Marielle, toutes trois enfermées. Quand le maire regarde le sol, il voit la boîte à musique et la détruit rapidement. À ce moment-là, leurs trois âmes sont libérées, ils sortent du coma dans lequel ils étaient, et reviennent à la normale. Ainsi, le village est enfin débarrassé de l'esprit démoniaque pour toujours. En même temps, Teresa décide d'aller au phare et demande l'aide de Victor pour l'y emmener. Victor l'accompagne jusqu'à l'arbre qui la transportera directement au phare. Dès que Teresa entre par l'ouverture de l'arbre, elle se retrouve dans le phare. Elle continue à marcher jusqu'à ce que l'enfant étrange apparaisse devant elle, et s'excuse pour ce qu'il va lui faire maintenant. Soudain, il la pousse du haut du phare et elle s'évanouit. Quand Teresa reprend connaissance, elle se retrouve enfermée dans un hôpital en dehors du village. Évidemment, Teresa n'arrive pas à croire qu'elle a quitté le village et ne comprend pas comment cela a pu arriver. Ainsi se termine la saison 2 de la série. La troisième saison s'ouvre sur une scène troublante où Teresa, visiblement désorientée, se retrouve hors du village, sans se souvenir comment elle y est arrivée. Après s'être habillée, elle quitte l'hôpital et erre seule dans les rues, jusqu'à ce qu'elle croise l'étrange enfant qui l'avait poussée du haut du phare. Déterminée à comprendre, elle le suit, mais l'enfant disparaît dès qu'elle s'approche. Teresa continue son chemin et, apercevant une jeune fille, lui demande d'utiliser son téléphone. Elle compose le numéro de sa mère qui, en entendant sa voix, fond en larmes, ayant cherché sa fille pendant des mois et la croyant morte. Teresa la rassure sur son état, mais lui dit qu'elle ne peut pas lui rendre visite pour le moment, puis raccroche. De retour au village, Mathieu décide de partir à la recherche de sa femme dans la forêt. Le maire tente de le dissuader, insistant sur le danger de la forêt la nuit. Mais Mathieu refuse, assurant qu'il campera à la tombée de la nuit. Kenny décide de l'accompagner pour ne pas le laisser seul. Pendant ce temps, Ellis alerte son père sur la catastrophe qui a frappé les champs. Le maire se rend sur place, et est choqué de découvrir que toutes les récoltes ont été détruites par la tempête, privant ainsi le village de toute nourriture. À l'annonce de cette nouvelle, les habitants perdent leur sang-froid et envahissent le magasin du père de Kenny pour y voler de la nourriture par la force. Randall, craignant également de mourir de faim, tente de voler un animal dans l'enclos pour le tuer et le manger. Cependant, Victor l'en empêche et le menace avec une arme. Le maire intervient pour calmer la situation, s'empare de l'arme et explique à Randall qu'il ne faut pas tuer les animaux de l'enclos, car ils sont leur seule source de fromage et de lait, les deux seules choses qui leur restent après la perte des récoltes. Il parvient à le calmer et à le faire renoncer à son idée. Teresa est à présent dans une église. Elle entre dans le confessionnal pour parler au prêtre, lui racontant tout ce qu'elle a vécu. Le prêtre, incrédule, pense qu'elle est folle. Contrariée, Teresa quitte l'église. Elle porte la boîte à déjeuner de Victor et remarque son ancienne adresse inscrite dessus. Elle s'y rend et aperçoit un vieil homme entrant dans la maison. Dès qu'il voit la boîte en sa possession, il est profondément choqué et lui demande d'où elle la tient. C'est à ce moment que Teresa réalise que cet homme est le père de Victor. Au village, le maire discute du problème de nourriture avec Donna. Ils sont désespérés et ne savent pas comment nourrir les habitants après la perte des récoltes. Donna suggère que la seule solution est d'abattre tous les animaux de l'enclos. Le maire est convaincu par ses paroles. Quand Ethan l'entend, il est très triste car il aime les animaux de l'enclos et les considère comme ses amis. Le maire sort pour lui parler, le réconforte et lui explique que ces animaux sont là pour être mangés, lui promettant qu'ils ne souffriront pas lors de leur abattage. À la tombée de la nuit, les monstres ouvrent l'enclos pour libérer les animaux. Le maire, regardant par la fenêtre, voit les animaux errer dans les rues. Il sort rapidement avec Jade pour les ramener à l'enclos. Victor et la mère de Kenny sortent également de chez eux pour les aider à ramener les animaux. Ensuite, le maire et la mère de Kenny ramènent une partie des animaux dans l'enclos et ferment solidement la porte derrière eux. Soudain, les monstres apparaissent derrière eux et les attachent. L'un des monstres dit au maire qu'il n'a pas l'intention de le tuer aujourd'hui. Il garde le maire attaché et le force à regarder tandis qu'il tue la mère de Kenny. Le maire s'effondre en larmes, impuissant face à cette tragédie. Le matin suivant, Jade entre dans la grange et trouve la mère de Kenny morte, le maire étant assis devant elle, effondré. Jade se précipite pour le détacher, et dès qu'elle le libère, le maire va serrer la mère de Kenny dans ses bras en pleurant et en s'excusant de n'avoir pas pu la sauver. En même temps, Kenny se réveille en entendant Matthew l'appeler. Il sort de la cabane où il dormait toute la nuit,
et découvrent que Matthew a trouvé beaucoup de récoltes et de légumes dans la forêt. Ils sont très heureux d'avoir trouvé de la nourriture pour tous les habitants. On revient au village après que le maire ait transporté le corps de la mère de Kenny à l'église pour organiser ses funérailles. Évidemment, tous les habitants du village sont choqués par sa mort et très tristes, car elle était aimée de tous. Ensuite, Kenny arrive au village avec Matthew, et il est très content d'avoir trouvé assez de récoltes pour tout le village, sans savoir ce qui est arrivé à sa mère. Mais quand il regarde les visages des gens, il comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose avec sa mère. Il se précipite vers le restaurant pour la chercher, mais ne la trouve pas là et comprend tout de suite qu'elle est morte. Bien sûr, Kenny est sous le choc et très triste, car sa mère a été torturée avant de mourir. Pendant ce temps, Fatma est très fatiguée et vomit sans arrêt. On apprend qu'elle est malade, qu'elle n'a rien mangé depuis 4 jours et qu'elle a constamment très mal au ventre. Ellis l'emmène à l'hôpital pour que Christy l'examine, mais il ne trouve que Marie. C'est donc Marie qui l'examine et la rassure que le bébé va bien mais lui dit qu'elle doit mieux manger. Quand Fatma rentre à la maison, elle voit les habitants ramasser les récoltes pourries pour en faire de l'engrais. Ce qui est étrange, c'est que Fatma adore l'odeur des récoltes pourries et commence à les manger avec un grand appétit, comme si le bébé à l'intérieur d'elle avait envie de nourriture avariée. Pendant ce temps, Teresa se réveille et se retrouve dans la maison du père de Victor qui s'appelle Henry. Il lui dit qu'elle s'est évanouie, alors il l'a emmenée chez lui pour qu'elle se repose. Le père de Victor lui demande qui elle est vraiment et comment elle connaît son fils. Teresa lui raconte tout ce qui lui est arrivé depuis qu'elle est arrivée au village, mais bien sûr le père de Victor ne croit pas un mot, car cela lui semble illogique. Mais Teresa continue de parler et lui dit qu'elle est arrivée ici après être allée au phare pour sauver les enfants enfermés là-bas, parce qu'elle pensait qu'en faisant cela elle pourrait libérer tous les habitants. Dès que le père de Victor entend cela, il est choqué, car sa femme Miranda disait exactement la même chose avant de disparaître. Il lui raconte qu'il y a 40 ans, sa femme a commencé à entendre des voix d'enfants l'appelant pour les sauver du phare où ils étaient enfermés. Et un jour il s'est réveillé et a découvert que sa femme avait pris leurs enfants et était partie au village pour les sauver. Henry l'emmène voir les dessins de sa femme, et lui dit qu'elle dessinait toujours tout ce qu'elle voyait ou entendait. Et dès que Teresa voit les dessins, elle est très choquée, car ce sont les mêmes enfants qui lui apparaissent tout le temps. Le père de Victor poursuit et lui dit que sa femme avait déjà dit que ses enfants avaient demandé de l'aide à beaucoup de gens avant d'être libérés, mais que tous ceux qu'ils avaient appelés à l'aide sont morts, et que Teresa est la seule personne à avoir réussi à sortir du village. Au même moment, au village, Matthew rentre chez lui après les funérailles de la mère de Kenny. Soudain, il entend le téléphone sonner, ce qui l'étonne beaucoup, car aucun téléphone ne fonctionne dans le village. Il répond au téléphone avec peur et entend la voix d'un petit garçon qui lui dit qu'il est son fils Thomas décédé. Matthew lui dit qu'il ment et qu'il essaye de manipuler son esprit, mais le garçon lui dit qu'il ne ment pas et le blâme d'avoir laissé sa femme quitter le village. Il lui demande aussi de s'occuper de ses enfants, car le soleil est sur le point de se coucher. Matthew jette vite le téléphone et court chercher ses enfants, et quand il les trouve sains et saufs, il leur demande de rentrer rapidement avant la tombée de la nuit. Le maire a décidé d'aller dans la forêt la nuit pour chasser un monstre afin de découvrir leur origine et ce qu'ils veulent exactement. Quand Donna apprend son plan, elle commence à crier et lui explique qu'il ne pourra jamais en attraper un. Elle lui demande d'abandonner immédiatement cette idée, mais le maire refuse et insiste pour faire ce qu'il a en tête. De l'autre côté, on voit Fatma en train de manger les récoltes pourries sans que personne ne la voie. Mais par hasard, une vieille dame appelée Terry la voit, et est très surprise par ce qu'elle fait. Bien sûr, Fatma est très gênée et monte rapidement dans sa chambre. Mais Terry la suit et la rassure en disant qu'elle ne dira rien à personne. Elle lui raconte aussi que lorsqu'elle était enceinte, elle mangeait des coquilles d'œufs, et que c'est normal que les femmes enceintes aient envie de choses étranges. Pendant ce temps, Kenny a emmené Christy et Jade dans la forêt pour ramasser toutes les récoltes qu'ils ont trouvées. Mais soudain, Jade commence à voir des choses terrifiantes et leur dit qu'il retourne seul au village, car il ne peut pas rester 1 minute de plus dans cet endroit. Christy le suit pour le calmer. Mais tout à coup, son pied se coince dans un piège et elle ne peut plus bouger à cause de la douleur. Tout le monde essaye de l'aider jusqu'à ce qu'il réussisse à enlever le piège de son pied. Puis il retourne rapidement se cacher dans la cabane où ils passeront la nuit avant que la nuit tombe. On retourne à Terry, qui dit à Fatma qu'elle va lui lire les cartes de tarot pour la rassurer sur son bébé. Elle lui demande de poser une question à la carte et de tirer une carte. Fatma demande si le bébé dans son ventre va bien. Mais avant qu'elle ne tire une carte, un oiseau étrange entre par la fenêtre et provoque un grand désordre. Fatma est terrifiée et pense que cet oiseau est la réponse à sa question. On revient à Teresa qui est assise avec Henry, le père de Victor. Soudain, elle entend un bruit étrange dehors. Henry lui dit que c'est le bruit des bouteilles suspendues à l'arbre devant sa maison. Étrangement, le même arbre existe aussi dans le village, et c'est par là que Teresa est arrivée au phare. Bien sûr, Teresa est très surprise et lui demande comment cet arbre est arrivé ici. Il lui dit que sa femme avait vu cet arbre près de leur maison et a voulu le reproduire en y suspendant des bouteilles. Là, Teresa comprend immédiatement que l'arbre que sa femme a vu pourrait être relié au village. Elle demande à Henry de l'emmener à l'arbre original. Ils prennent la voiture pour y aller. Sur la route, Teresa voit un bracelet dans sa voiture et est choquée. Elle lui demande d'où il vient. Il lui dit que sa femme l'a fabriqué pour lui avant de partir. Là, Teresa est bouleversée.
car elle avait fabriqué exactement le même bracelet pour son mari. Teresa se met à pleurer et pense qu'elle est toujours coincée dans le village. Elle lui demande d'arrêter la voiture tout de suite. Soudain, ils ont un accident tous les deux. Quand Teresa se réveille, elle est dans une ambulance. Henry est allongé sur le lit à côté d'elle. Soudain, l'ambulance s'arrête. Teresa regarde par la fenêtre et voit un grand tronc d'arbre bloquant la route. C'est le même tronc que tout le monde voit avant d'entrer dans le village. Il change donc de direction. Teresa est terrifiée, car les ambulanciers vont emprunter le chemin qui mène au village. Elle descend de la voiture, regarde autour d'elle sous le choc. Elle dit à la policière qu'ils doivent continuer tout droit, mais la policière lui explique que la route est bloquée et qu'ils doivent prendre une autre route. Teresa continue de crier et essaye de lui faire comprendre que s'ils prennent ce chemin, ils ne pourront jamais en sortir. Mais bien sûr, la policière ne la croit pas et pense qu'elle est folle. Elle la remet dans la voiture de force et lui attache les mains pour qu'elle ne bouge pas. Il continue à rouler jusqu'à arriver au village. En même temps, le téléphone sonne à nouveau. Ethan répond et entend la voix d'un enfant qui prétend être son frère. Il lui dit que leur mère arrivera aujourd'hui au village en ambulance et lui demande de la sauver. Ethan court avertir son père. Matthew est choqué par ce qu'il entend. Il prend le téléphone et le casse. De l'autre côté, Victor est assis avec Sarah chez elle. Il lui raconte qu'avant il vivait dans cette maison avec sa mère et sa sœur. Il adorait descendre jouer avec sa sœur à la cave. Un jour, il est sorti de chez lui et a trouvé tous les gens morts autour de lui. À ce moment-là, un enfant étrange est apparu. C'était son seul ami depuis des années, comme si le destin lui avait envoyé cet enfant pour le protéger et le réconforter. L'enfant lui a demandé de prendre un objet de chaque personne morte pour garder un souvenir et ne jamais les oublier. Victor lui montre tous les objets qu'il a pris des gens décédés. Il continue à lui raconter l'histoire de chacun d'eux avec émotion. Car ils étaient tous ses voisins et ses amis. Ils partageaient de beaux souvenirs. Soudain, Victor se rappelle qu'il n'a rien pris de Christopher. Il commence à entendre des bruits effrayants et ne peut plus parler. Mais Sarah le calme et lui demande de lui parler un peu de Christopher. Victor lui raconte que Christopher était un homme très drôle. Il faisait toujours des spectacles comiques avec sa marionnette qui s'appelait Jasper. Mais avec le temps, Christopher a commencé à devenir fou. Un jour, Victor l'a vu assis en train de parler avec Jasper. Et ce qui lui faisait peur, c'est que Jasper lui répondait. Victor dit à Sarah qu'il doit retrouver Jasper pour lui demander ce qui est arrivé à Christopher. Pendant ce temps, le maire est assis avec Randall dans sa voiture, et ils attendent les monstres pour les capturer, mais soudain ils voient l'ambulance arriver au village. Ils descendent rapidement de la voiture pour sauver les personnes à l'intérieur. Mathieu voit aussi l'ambulance, il croit ce que son fils lui a dit, et part sauver sa femme. À ce moment-là, les policiers descendent de l'ambulance après avoir vu un cadavre allongé sur la route. Soudain, le cadavre se réveille et se transforme en monstre, tuant 2 d'entre eux. La policière avec eux est choquée par la scène, elle essaye de tirer sur les monstres mais cela ne fonctionne pas, alors elle s'enfuit rapidement jusqu'à la maison de Donna. Par accident, elle tire une balle qui blesse une fille qui vit dans la maison de Donna et qui s'appelle Nikki. Ensuite, la policière entre pour se cacher dans la maison de Donna et elle est toujours sous le choc de tout ce qui se passe. On revient au maire et à ceux qui l'accompagnent, après qu'ils soient arrivés à l'ambulance et qu'ils aient trouvé Teresa et Henry à l'intérieur. Le maire va chercher les clés de la voiture pour partir rapidement mais il ne les trouve pas. Soudain, un des monstres apparaît et lui donne les clés, lui disant que ces clés sont en échange de garder Randall avec eux. Le maire est donc obligé de laisser Randall au monstre, et il prend les autres, et part rapidement vers la maison de Donna. Quand ils arrivent à la maison de Donna, Teresa s'assied avec son mari, et lui raconte tout ce qui lui est arrivé depuis son arrivée au phare. Bien sûr, Mathieu est choqué par ce qu'il entend, et Teresa continue de pleurer et de lui demander pardon parce qu'elle l'a laissé seule. Mais Mathieu la calme, et lui dit que ce qui compte le plus pour lui, c'est qu'elle soit revenue. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas sauver Nikki car elle a trop saigné. Alors ils prennent son corps et le mettent dans une pièce jusqu'à ce qu'ils puissent l'enterrer le lendemain. Fatma va s'asseoir avec elle, très émue, puis elle sent l'odeur du sang qui sort de son corps, et elle commence à boire son sang d'une manière très étrange. Il devient clair que Fatma est enceinte d'un monstre et que c'est lui qui la pousse à agir de cette manière étrange. Alors que le maire observe par la fenêtre, il voit Randall sur l'ambulance, torturé par les monstres, mais étrangement toujours en vie. Il se précipite pour le secourir, le ramenant dans la maison de Donna où Meryl commence à le soigner. Le lendemain, Kenny arrive au village avec Christy et Jad. Christy est rapidement transférée à l'hôpital pour ses blessures. Au même moment, Victor apprend de Donna que son père est au village et souhaite le voir. Choqué et submergé par des émotions confuses après toutes ces années, Victor refuse de le voir et s'éloigne. Le maire organise une réunion avec les habitants pour comprendre ce qui est arrivé à Teresa. Elle raconte en détail comment elle est passée par une fissure dans un arbre orné de fioles en verre, s'est retrouvée au phare, puis est sortie du village. Tous les présents l'attaquent pour ne pas avoir demandé d'aide. Teresa explique que personne ne l'aurait cru. Dal, l'un des habitants, déclare qu'il ira chercher cet arbre seul pour rentrer chez lui et quitte la réunion. Le maire est très contrarié car les fissures dans les arbres de la forêt mènent toutes à des endroits différents et souvent dangereux, comme lorsqu'il s'est lui-même retrouvé coincé entre 4 murs. Après la réunion,
Teresa rentre chez elle et trouve Jade qui l'attend. Il veut qu'elle le mène à l'arbre par lequel elle est passée. Teresa l'y emmène, et ils commencent à descendre les fioles en verre, découvrant à l'intérieur des papiers avec des chiffres aléatoires qu'ils ne comprennent pas. Dal les rejoint et entre dans la fissure de l'arbre. Il tente en vain de l'en empêcher. Pendant ce temps, Victor marche avec Sarah dans le village. Soudain, il voit son père. Son père s'approche, ému, et le serre dans ses bras. Victor fond en larmes, comme un enfant, incrédule de revoir son père après toutes ces années. Au même moment, le maire est surpris de voir des gens rassemblés autour de la piscine vide. Il s'y rend et découvre avec horreur Dale coincé dans le mur. Le maire comprend immédiatement que l'arbre l'a transporté là et sait que Dale est condamné. Il sort son arme pour abréger ses souffrances, mais Dale meurt d'une hémorragie avant qu'il n'ait pu agir. Profondément affecté, le maire crie sur tous les présents, les réprimandant de ne pas l'avoir cru lorsqu'il les a avertis de la dangerosité de l'arbre, et menace de punir quiconque s'en approchera de nouveau. Le lendemain, Henry apprend de Victor qu'il part seul en mission. Victor lui explique qu'il va entrer dans la grotte des monstres pour ramener Jasper, qu'il y a vu la dernière fois. Victor est certain que Jasper détient les réponses à leurs questions, l'ayant déjà entendu parler du village avec Christopher. Henry décide de l'accompagner pour ne pas le laisser seul. Ils entrent dans la grotte, marchent longtemps jusqu'à trouver Jasper, le prennent et s'en vont rapidement avant que les monstres ne se réveillent. À ce moment-là, Christy dit au maire qu'elle a trouvé un appareil à ultrasons dans l'ambulance, qu'il pourrait utiliser pour examiner Fatima et s'assurer que le bébé va bien. Fatima est en train d'avouer à Ellis qu'elle mange de la nourriture avariée depuis le début de sa grossesse et qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Ellis est très inquiet. Le maire arrive pour leur annoncer la découverte de l'appareil à ultrasons mais les trouve tristes. Ellis lui raconte tout concernant Fatima. Le maire est choqué et insiste pour que Christy l'examine immédiatement afin de comprendre pourquoi elle agit de la sorte. Fatima fut donc obligée d'accepter et partit avec eux à l'hôpital. En même temps, Marielle changeait le pansement de Randall sur la blessure de son visage. Randall était en état de choc depuis l'incident, il avait très peur et était très triste pour lui-même, car son visage avait été défiguré. Marielle lui proposa alors de rassembler ses affaires, et de venir vivre chez elle car il n'était pas raisonnable de rester seul après ce qu'il avait vécu. Randall accepta immédiatement car il avait déjà peur de vivre seul depuis l'incident. Au même moment, Teresa était assise chez elle et soudain elle vit les enfants apparaître autour d'elle. Une fois de plus, il répétait un mot précis puis soudain les enfants disparurent. Teresa courut vite voir Jade pour lui raconter ce qui s'était passé, mais Jade l'interrompit et lui montra des photos de statues et de pierres particulières dans la forêt. Teresa fut extrêmement choquée, et lui dit que quand elle était petite elle faisait toujours des cauchemars avec ces mêmes statues et pierres. Ce qui était encore plus étrange, c'est que Miranda voyait les mêmes pierres et statues. Bien sûr, Jade fut choquée par ces paroles et ne comprenait pas comment elle pouvait rêver de ces choses alors qu'elle ne les avait jamais vues auparavant. Il sentit à ce moment-là qu'il y avait un lien entre Teresa et Miranda. Nous revenons à l'hôpital et voyons Christy faire une échographie à Fatima. Elle fut très surprise que rien ne s'affiche à l'écran. Elle la vérifia plusieurs fois, et à chaque fois l'échographie ne montrait rien. Alors Christy choqua Fatima en lui annonçant qu'elle n'était pas enceinte du tout. Pendant ce temps, Elgin était assis seul, et soudain le monstre qui lui était déjà apparu revint, celui qui avait essayé de le noyer pendant qu'il se baignait. Elle lui dit que s'il l'aidait, elle pourrait à son tour l'aider et le faire sortir d'ici. Puis soudain cette créature disparut devant lui. Le lendemain, Victor était assis devant la poupée Jasper et criait car elle ne parlait pas. À ce moment, son père entra et lui expliqua que Jasper ne parlerait jamais, car ce n'était qu'une poupée. Victor fut attristé que personne ne le croie. Il prit Jasper et alla s'asseoir seul dans la cave de la maison de Sarah. Nous apprenons aussi que Elgin trouva un appareil photo étrange dans la maison de Donna, et soudain il remarqua que l'appareil avait pris une photo tout seul. En regardant la photo, il vit l'image de la cave située dans la forêt. Alors il s'y rendit et la trouva complètement vide. Il continua à marcher à l'intérieur jusqu'à ce qu'il trouve une porte devant lui. Il l'ouvrit et fut surpris de découvrir un cadavre derrière. Soudain la même créature réapparut, et le fixa sans rien faire. En même temps, Fatima était dans un état de grande tension depuis qu'elle avait appris qu'elle n'était pas enceinte, mais elle refusait d'y croire, car elle sentait quelque chose grandir en elle. Quand elle dit à Ellis qu'elle était certaine d'être enceinte, il ne la crut pas, et pensa qu'elle commençait à devenir folle comme sa mère. Il eut très peur pour elle et ne savait pas quoi faire. Ellis descendit et s'assit seule pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Tilly le vit et sentit qu'il était contrarié par quelque chose. Elle lui demanda s'il allait bien. Ellis lui dit que sa femme n'était pas enceinte. Tilly fut très peinée pour lui, et lui demanda de rester toujours auprès d'elle, jusqu'à ce que cette période difficile passe. Nous revenons à Fatima, qui dormait et se réveilla soudain à cause d'une forte douleur au ventre. Quand elle regarda son ventre, elle le vit bouger de façon terrifiante. Elle se mit à crier, elle était très effrayée. Ellis entendit ses cris et accourut pour la rassurer. Elle lui dit qu'il y avait quelque chose d'étrange qui bougeait dans son ventre. Ellis sentit qu'elle devenait vraiment folle. Il fut paniqué pour elle. Il partit à l'hôpital chercher des médicaments psychotropes. Mais Christy l'en empêcha et lui expliqua que ces médicaments empireraient son état.
Le maire arriva en entendant la dispute et dit à Ellis que Christy avait raison. Il lui conseilla de rester auprès de sa femme pendant cette période, jusqu'à ce que son état psychologique s'améliore. Car elle était certainement traumatisée depuis qu'elle avait appris qu'elle n'était pas enceinte. En même temps, Fatima alla chercher de la nourriture avariée à la ferme, sans que personne ne la voie, car elle n'avait rien mangé depuis des jours. Mais soudain elle ressentit une douleur intense au ventre et commença à vomir. Tilly entra à ce moment-là pour l'aider. Mais Fatima la supplia de s'éloigner car elle avait peur de lui faire du mal. Tilly refusa de l'abandonner dans de telles circonstances. Soudain une force étrange s'empara de Fatima et la poussa à prendre un objet tranchant pour tuer Tilly. Quand Fatima réalisa ce qu'elle avait fait, elle s'effondra. À ce moment Ellis entra et fut choquée de ce qu'elle avait fait. Quand le maire apprit ce que Fatima avait fait, il l'emmena rapidement et la cacha dans une cabane dans la forêt, et lui demanda de rester caché là-bas jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Le lendemain, tous les habitants du village apprirent la mort de Tilly et commencèrent à enquêter sur les circonstances de son décès. En même temps, Elgin était debout tout seul avec la caméra, et soudain la caméra prend une nouvelle photo. Dès qu'il voit cette photo, il va à l'hôpital et vole un appareil de transfusion sanguine et commence à se vider de son sang. Il est clair que cette photo contient une demande que Elgin doit accomplir. Victor était en colère et ne pouvait plus se contrôler car il n'a toujours pas réussi à faire parler Jasper. Sarah essaye de le calmer mais elle n'y arrive pas. Victor lui demande d'aller chercher Teresa pour l'aider à faire parler la poupée. Sarah accepte et va chercher Teresa. Quand Teresa arrive, elle trouve Victor en état d'hystérie. Il lui demande de l'aider à faire parler Jasper. Teresa lui explique que Jasper est juste une poupée et qu'il est impossible qu'il parle. Elle lui demande de se calmer un peu et de lui raconter l'histoire de Jasper depuis le début, pour qu'elle puisse peut-être l'aider à se souvenir de ce qu'il a oublié. Victor commence alors à raconter tout ce qu'il sait sur Jasper, et au milieu de la discussion, il se souvient de l'endroit où il a vu Jasper parler avec Christopher. Il l'emmène là-bas, et lui dit que ce jour-là il a vu Christopher parler avec Jasper à propos du village. Mais quand Victor se concentre un peu plus, il se rappelle que Christopher parlait en réalité avec l'étrange enfant, et non pas avec Jasper. L'enfant étrange avait dit à Christopher que toute l'histoire avait commencé avec des enfants blessés par ceux qui étaient les plus proches d'eux. Il lui avait aussi dit que les enfants étaient nés et morts dans l'obscurité, et avait demandé à Christopher de sauver les enfants en traversant l'arbre, mais Christopher avait refusé. Victor est alors allé dire à sa mère ce qui s'était passé. Sa mère a décidé de le laisser seul pour aller sauver les enfants mais elle a échoué et elle est morte. En même temps, Julie part avec Ethan vers l'endroit où Martin était enfermé. Elle lui raconte qu'elle est venue ici hier et que depuis son arrivée elle se sent très apaisée. Tous les bruits effrayants et les choses étranges qu'elle voyait ont disparu. Elle lui demande ce qu'elle doit faire. Il lui conseille d'entrer dans cet endroit. Dès que Julie entre, elle se retrouve à l'endroit où Martin était enfermé. C'est le même endroit où son âme était emprisonnée. Elle se voit elle-même quand son âme était prisonnière. Soudain Martin apparaît devant elle attaché au mur. Il lui demande de jeter une corde à la personne emprisonnée en bas. La surprise c'est que Julie jette la corde à Boyd au moment où il avait traversé l'arbre, et s'était retrouvé enfermé entre 4 murs. On comprend alors que Julie a le pouvoir de voyager dans le temps, et que c'est elle qui avait voyagé et lancé la corde au maire, mais elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait fait. Soudain, Julie voyage encore dans le temps et se retrouve dans la grotte des monstres. Elle entend la voix de sa mère et celle de Victor quand ils étaient dans la grotte pour la première fois. Dès qu'elle sort de cet endroit, elle se retrouve à nouveau dans le présent. Elle serre son frère dans les bras en pleurant, et elle n'arrive pas à croire qu'elle voyage dans le temps. On apprend qu'à ce moment-là la caméra prend une nouvelle photo de Elgin. Cette fois la photo lui montre la cabane où se cache Fatima. Elgin s'y rend et emmène Fatima à la cave qu'il avait vue dans la première photo. Il lui dit qu'elle doit rester là car l'enfant qu'elle porte appartient à cet endroit. Fatima a peur et essaye de s'échapper mais Elgin la rattrape et l'enferme dans la cave. En même temps, le maire et son fils découvrent la disparition de Fatima. Ils commencent à la chercher partout dans la forêt mais ils ne la trouvent pas. En même temps, on voit Fatima supplier Elgin de la laisser partir mais il refuse. Il lui explique qu'il ne l'a pas enlevée, et que c'est mieux pour elle de rester ici, car l'enfant en elle veut être dans cet endroit. Il sort le sang qu'il avait tiré de son corps et lui dit qu'elle doit se nourrir pour l'enfant. Fatima prend le sang et le boit. La nuit, Sarah est assise seule. Soudain les monstres lui parlent et lui disent quelque chose au sujet de Fatima. Le lendemain, Sarah va voir Ellis et lui dit que les monstres lui ont parlé, et lui ont dit que quelqu'un a enlevé Fatima, et qu'elle est enfermée dans un endroit proche. Le maire convoque une réunion avec tous les habitants du village. Il leur dit que Fatima a disparu, et leur demande de former des équipes de recherche, car c'est une fille gentille, et tout le monde a de beaux souvenirs avec elle. Julie part la chercher avec sa mère. Elle lui raconte ce qu'elle a vu en entrant dans l'endroit où Martin était enfermé. Elle a très peur et ne comprend pas comment cela a pu lui arriver. Elle n'arrive pas à croire qu'elle voyage dans le temps. Sa mère la serre dans ses bras pour la calmer. Soudain, Teresa voit une des enfants qui l'appelle et lui demande de la suivre. Teresa la suit jusqu'à ce que la petite fille l'emmène à la cave où est enfermée Fatima. Mais au même moment, le monstre qui apparaissait à Elgin apparaît soudain à Fatima et lui couvre la bouche pour qu'elle ne fasse pas de bruit, et que Teresa ne l'entende pas.
Dès que Teresa entre dans la cave, elle trouve Victor debout tout seul en train de pleurer. Il se sent coupable, car il pense être la cause de la mort de sa mère. C'est lui qui lui a parlé des enfants et qui l'a poussé à risquer sa vie pour essayer de les sauver. Teresa le serre dans ses bras pour le calmer. Dès qu'elle le serre, elle a une vision ancienne de Miranda qui serre ses enfants dans ses bras. Et le choc, c'est que Teresa découvre qu'elle était Miranda dans une vie passée. C'est l'histoire de la réincarnation des âmes, où l'âme de Miranda est passée dans le corps de Teresa après sa mort, expliquant ainsi leurs souvenirs communs. Naturellement, Teresa ne se souvient de rien au début, car l'âme perd ses souvenirs en passant dans un autre corps, jusqu'à ce qu'un événement déclencheur les fasse ressurgir. Teresa est donc aussi la mère de Victor, et c'est elle qui avait tenté d'aider les enfants par le passé mais avait échoué. Elle est revenue à la vie dans un corps différent pour reprendre son rôle et continuer d'aider les enfants. Quand Teresa rentre à la maison et raconte ce qui s'est passé à son mari, Mathieu la quitte et va voir Jade. Il lui raconte les étranges événements vécus par sa femme et lui demande de l'aide, car lui aussi voit les mêmes choses, et pense que Jade est le seul à pouvoir l'aider. Au même moment, Elias confie à son père qu'il sent qu'Eli Jean connaît l'endroit où se trouve Fatima, car il en parle étrangement depuis le matin. Le maire part alors avec son équipe pour interroger Eli Jean et lui demande de révéler l'emplacement de Fatima. Eli Jean refuse, affirmant que les monstres lui ont demandé de ne rien dire à personne et qu'ils veulent les aider, car la créature qui grandit dans le ventre de Fatima est celle qui les libérera de cet endroit. Sarah l'interrompt et lui explique que les monstres ont pris le contrôle de son esprit, et lui ont fait croire de fausses choses, et que la créature dans le ventre de Fatima leur fera du mal et ne les libérera pas. Cependant, Eli Jean n'est pas convaincu, car il a été manipulé par les monstres. Le maire demande alors à tout le monde de quitter la pièce, et commence à torturer Eli Jean pour le forcer à avouer où se trouve Fatima, mais sans succès. Il le laisse et sort seul. Pendant ce temps, Sarah entre discrètement dans la pièce sans être vue et tue Eli Jean. Avant de le tuer, elle apprend de lui l'endroit où est Fatima, et parle leur révéler. Au même moment, le ventre de Fatima a énormément grossi. Elle comprend que son accouchement est proche. Soudain, le monstre apparaît devant elle, la pose sur le lit et commence à la coucher. Dès que le bébé sort de son ventre, il le prend et descend avec lui dans un tunnel souterrain. Au même moment, Teresa arrive avec Mathieu et Jade à l'endroit où les enfants lui apparaissent toujours. Ensemble, ils tentent de résoudre l'énigme des chiffres étranges qu'ils ont trouvés dans les bouteilles suspendues à l'arbre, car ces chiffres pourraient les mener à quelque chose. Après une profonde réflexion, Mathieu découvre que ces chiffres représentent des notes musicales. Jade commence immédiatement à assembler les chiffres pour composer une mélodie, et découvre que Miranda jouait cette mélodie. Il décide alors d'aller chercher son violon, et de jouer la pièce musicale devant les arbres. En effet, les trois se rendent à l'arbre, et Jade commence à jouer la mélodie. À ce moment, les enfants apparaissent de nouveau devant eux, mais seuls Teresa et Jade peuvent les voir. L'une des enfants s'avance et se tient devant Teresa, et lui dit le mot qu'il répétait toujours. À ce moment, ils en comprennent enfin le sens. Cela signifie « Rappelez-vous de nous ». Jade et Teresa se souviennent alors de tout ce qui s'est passé et comprennent qu'ils avaient essayé de sauver ces enfants par le passé, mais avaient échoué. Teresa fond en larmes et va se tenir seule. Pendant ce temps, le maire arrive avec son fils à l'endroit où est Fatima. Elle leur montre le tunnel et leur dit que le monstre a pris le bébé et l'a emmené là-bas. Le maire décide alors de descendre dans le tunnel pour comprendre ce qui se passe exactement. Au même moment, Fatima dit à Elias qu'elle a entendu les monstres parler entre eux, et qu'elle a enfin découvert le secret du village. Elle leur raconte que, par le passé, les habitants du village ont sacrifié leurs enfants aux démons en échange de la vie éternelle. Le démon a pris les âmes des enfants, ce sont les enfants qui apparaissent toujours à Teresa, et en échange, le démon a rendu tous les habitants immortels et les a transformés en monstres qui apparaissent la nuit dans le village. Quand le maire arrive dans le tunnel, il voit les monstres rassemblés autour du bébé qu'ils ont sorti du ventre de Fatima. Soudain, le bébé commence à grandir jusqu'à se transformer en monstre appelé Smiley, le même monstre que le maire avait tué auparavant. Ensuite, on revient à Mathieu qui suit sa femme et lui demande ce qui s'est passé. Teresa raconte à Mathieu qu'elle et Jade étaient présents dans cet endroit auparavant. Elle sous la forme de Miranda et Jade sous la forme de Christopher. Ils avaient essayé de sauver les enfants plusieurs fois mais avaient échoué, alors ils sont revenus à la vie pour accomplir leur mission. La surprise ici est qu'ils sont nés plusieurs fois dans différentes versions et époques, et, à chaque fois, ils échouaient dans leur tentative de sauver les enfants. Et la plus grande surprise est que l'une de ces enfants est la fille de Teresa et Jade, mais dans une époque différente. Bien sûr, Mathieu est choqué par ce qu'il entend. Il la quitte et va se tenir seul. Soudain, une version future de Julie court vers lui et lui dit qu'il doit partir immédiatement avant de mourir. Soudain, un homme vêtu de jaune apparaît devant lui, et lui dit qu'il avait essayé de l'avertir auparavant, mais qu'il ne l'avait pas écouté. Il s'avère que cet homme est le même qui lui avait parlé à la radio auparavant, et l'avait averti que sa femme était en danger. Et soudain, cet homme tue Mathieu. Ainsi se termine la 3e saison de la série.